Information thématique sur la mobilité. Pas de souci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance d'information thématique sur la mobilité dans le cadre de la vision d'aménagement pour les quartiers de la Canardière. Alors, mon nom est Anne Pelletier, je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et mon rôle est d'animer la séance afin que tous puissent participer dans les meilleures conditions possibles. En parlant de meilleures conditions possibles, je voudrais remercier les gens dans la salle d'être présents. On a un problème de chauffage. Alors, il fait à peu près entre 6 et 8 degrés. Alors, si vous voyez nos nez rouges et les nez qui coulent, bien, vous comprendrez que c'est le climat frais, très frais de la salle qui nous met dans cette ambiance-là. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aux gens de la salle de nous accueillir chez vous. Alors, on est au Carrefour Saint-Pascal dans Mézeray. Et pour cette soirée, nous sommes accompagnés d'abord Marie Lagier qui est en ligne, c'est ma collègue conseillère en consultation publique qui va nous soutenir quand nous sommes en mode hybride. Alors les gens à la maison, on ne vous voit pas, mais vous nous voyez. Et dans la salle, nous avons environ une quinzaine de personnes là, qui nous accompagnent ce soir. Alors, bonsoir. Bonsoir à tous les gens en ligne. On a 14 personnes en ligne. Alors, les gens qui nous accompagnent ce soir, alors on a d'abord M. Pierre-Luc Lachance, qui est membre du comité exécutif et responsable des transports, mobilité et circulation. Bonsoir à toutes et à tous. Il est accompagné de M. Claude Lavoie, qui est membre aussi du comité exécutif et responsable de l'interaction citoyenne. Bonsoir tout le monde. Nous avons également M. Claude Villeneuve, conseiller municipal du district de Mézeray-Léret. Bonsoir. Madame Smith, qui est conseillère municipale du district de Limoilou, et Madame Roy, qui est conseillère municipale du district de Robert-Giffard, ne pouvaient pas être présents ce soir puisqu'ils ont déjà des consultations en ligne ou en présence ce soir. Au niveau des intervenants qui vont faire les présentations, alors nous avons 3 professionnels. Nous avons d'abord Madame Annie Boisvert, qui est conseillère en urbanisme. Bonsoir. Elle est accompagnée de Monsieur Pascal Laliberté, conseiller en planification des transports. Bonsoir. Et M. Benoît Mimeau, conseiller chef de tronçon, bureau de projet du réseau structurant du transport en commun. Alors, les présentations, on va commencer. En fait, l'ordre du jour, c'est assez simple. On va commencer par faire les présentations. Ensuite de ça, il y aura la période de questions et commentaires et nous devrions terminer vers environ 21h, 21h30 selon le volume de questions. Alors, c'est sûr qu'on a 15 personnes en salle, mais on a aussi des personnes qui sont en ligne. Alors, on alternera les questions selon le volume de questions. Au niveau de l'information, c'est à votre demande des participants, on a rendu beaucoup d'informations sur la page web qui est dédiée à Canardière. D'ailleurs, Marie Lagier qui est en ligne présentement pour remettre le lien qui vous donne accès à la page du projet de vision d'aménagement. Vous y retrouverez les activités, nos ateliers, nos séances d'information, les enregistrements également, si vous n'avez pas pu, vous pouvez pas assister à l'une des présentations, et également les fiches d'information. Les fiches d'information, vous ne sentez-vous pas obligé de tout lire, mais ça vous donne quand même une bonne base au niveau de l'information pour vous préparer pour les ateliers thématiques. Au niveau des invitations, alors exceptionnellement pour la vision d'aménagement, on a envoyé des cartons porte-à-porte. Alors, ce sont des invitations qui rejoignent environ 17 000 à 18 000 portes. Alors, on a eu plusieurs personnes qui ont été atteintes comme ça pour notre séance. On a fait aussi des communiqués de presse, notre site web, on a utilisé nos réseaux sociaux, des actualités sur les pages d'arrondissement, des envois de nos listes d'abonnés. On avait aussi de la diffusion du visuel dans les bureaux d'arrondissement et aussi nos réseaux sociaux et nos contacts comme les conseils de quartier, la table d'acteurs clés et vos organismes du milieu. Alors, sans plus tarder, avant de faire les présentations, je vais laisser M. Claude Lavoie, membre du comité exécutif, faire le mot de bienvenue. Alors, merci Annie. Alors, bienvenue donc à cette première séance d'information. C'est important de le préciser. Donc, séance d'information qui vise à alimenter la réflexion pour l'élaboration de la vision pour le quartier de la Canardière. Je voudrais en profiter pour saluer saluer l'absence, ça ne se dit pas, mais pour saluer ma collègue Marie-Pierre Boucher, qui est membre du comité exécutif responsable de la planification de l'aménagement du territoire. Malheureusement, elle pouvait se joindre à nous ce soir puisqu'elle était retenue sur un autre processus de consultation.
Alors, rappelons qu'une réflexion s'avère nécessaire puisque les quartiers de Mézeray et du Vieux-Moulin accueilleront de nombreux projets majeurs publics et privés d'ici les prochaines années. Il est temps de rêver d'un secteur à échelle humaine où la cohabitation des différents usagers a été réfléchie. Donc, une vision d'aménagement reflète les grandes orientations de développement de la ville pour un secteur stratégique où des projets immobiliers ou urbains structurants sont en cours de planification. Elle propose des lignes directrices et des interventions pour un secteur en lien avec sa vocation, son cadre bâti, les déplacements et ses espaces publics. La démarche participative de ce soir pour l'élaboration de la vision se veut exemplaire en matière de consultation publique. Vous pouvez participer à c'est important de le préciser comme Annie le mentionnait, donc à une ou à plusieurs rencontres. Toutes les questions sur les thématiques et les idées constructives en lien avec le développement du secteur seront les bienvenues. Les activités organisées, je vous les nomme, c'est important, je les résume, elles sont nombreuses. Donc, des fiches d'information qui sont déjà en ligne, 3 séances d'information thématiques, une activité porte ouverte, 5 ateliers participatifs et un formulaire pour le dépôt de questions ou de commentaires. Alors, vous voyez, c'est vraiment il y a plusieurs portes d'entrée pour pouvoir participer à une ou à plusieurs reprises à ce processus fondamental. Alors donc, la démarche complète a été élaborée avec, pardon, c'est le froid qui nous gèle la bouche. La démarche complète a été élaborée avec la collaboration, c'est important de le nommer, donc avec la collaboration des membres de la table d'acteurs clés qui est constituée de citoyens des quartiers concernés, en plus des représentants de différents organismes locaux et partenaires du milieu. Ils ont eux-mêmes proposé les thématiques à aborder lors de ces activités. Alors, c'est vraiment une démarche de participation citoyenne très, très, très centrée sur les besoins du milieu. Donc, l'objectif de la séance d'information de ce soir est de vous présenter les renseignements susceptibles de vous inspirer et vous préparer aux ateliers participatifs thématiques qui sont organisés au retour du congé des fêtes. Finalement, n'hésitez pas à poser toutes vos questions afin que les spécialistes en matière de mobilité puissent y répondre. Merci et bonne soirée d'échange. Merci beaucoup, M. Lavoie, et on salue Mme Smith là, qui vient de se joindre à nous. Alors, juste pour les personnes qui sont en salle, tout à l'heure, on vous fera un rappel, mais au niveau des fonctionnalités sur votre Zoom, je vous rappelle un peu les fonctionnalités de base. Tantôt, vous pourrez poser vos questions. Alors, vous allez pouvoir le faire dans l'outil Q&R, questions et réponses. Alors, c'est notre outil pour poser des questions. Si vous préférez, il y a possibilité aussi de lever la main là, pour pouvoir poser vos questions. Naturellement, la séance est enregistrée. Alors, pour les gens dans la salle et les gens en ligne, vous pourrez revisionner dès demain la séance. Alors, aussi, pour le moment, je ne vois personne qui est au téléphone. Alors, s'il y a des gens qui s'ajoutent au téléphone, Marie, tu pourras me le mentionner et on indiquera à ces gens-là comment pouvoir communiquer avec nous. Alors, je vous invite à poser vos questions en ligne tout à l'heure, attendre peut-être la fin des présentations parce qu'on a beaucoup de contenu. Vous allez voir peut-être qu'il y a déjà des questions qui vont être répondues. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à ma collègue Annie. Alors, Annie Boisvert qui va faire le mot d'introduction. C'est notre chargée de projet aussi pour la vision d'aménagement. Oui, bonsoir. Donc, très brève introduction, en fait, ce soir pour vous parler de la vision d'aménagement, qui est en fait la raison pour laquelle on est ici ce soir. Donc, je vais tout d'abord parler du territoire qui est visé, bien sûr, de ce qu'est une vision d'aménagement, et ensuite parler brièvement d'où on en est avec cette démarche d'élaboration de vision d'aménagement, démarche qui s'amorce, en fait. Donc, au niveau du territoire qui est visé par cette vision d'aménagement, on parle du quartier de Mézeray et du quartier du Vieux-Moulin. En fait, c'est un secteur qui est délimité par la voie ferrée qui longe Henri Bourassa et la 8e avenue, les autoroutes Félix-Leclerc et Dufresne-Montmorency et les rues Lalande et Saint-Ulrich à l'est, donc tout juste avant l'avenue Saint-David. C'est un territoire qui correspond grosso modo à 800 mètres au pourtour du tracé du tramway, donc 10 minutes de marche grosso modo. Il y a plusieurs réflexions, plusieurs planifications qui ont été élaborées sur ce territoire-là dans les dernières années. Et comme ça a été mentionné, plusieurs projets maintenant majeurs et structurants sont en cours ou à venir dans le territoire. Parmi ces projets-là, on peut penser bien sûr à tout ce qui se passe actuellement dans l'axe de l'avenue d'Estimauville, au nouveau complexe hospitalier aussi, bien sûr, au tramway qui a déjà été nommé, pour ne nommer que ceux-ci. Donc, c'est véritablement un territoire qui est en évolution. C'est pourquoi la Ville propose maintenant une vision d'aménagement pour ce secteur-là.
Donc, c'est avant tout pour actualiser et consolider les planifications réalisées jusqu'à maintenant dans une vision globale qui va considérer l'ensemble de ces projets structurants qui sont en cours. Donc, une vision d'aménagement, ça a aussi pour objectif de proposer des lignes directrices en matière d'aménagement, bien sûr, mais aussi des interventions qui tiennent compte véritablement des particularités du milieu et des occasions d'aménagement et de développement. Par rapport au contenu d'une vision d'aménagement, on a tout d'abord un portrait du territoire qui se trouve accompagné des enjeux d'aménagement qui concernent le territoire qui est visé. Et à partir de ça, on élabore un énoncé de vision où on se projette sur un horizon de 10 à 15 ans, normalement. Donc, de cet énoncé-là découlent des grandes orientations. À titre d'exemple, on pourrait avoir une grande orientation qui porterait, par exemple, sur la réduction des îlots de chaleur. Et pour mettre en œuvre cette grande orientation, il y aurait des stratégies dans la vision d'aménagement qui seraient identifiées, par exemple, la plantation d'arbres d'alignement le long des rues. Et on irait dans la vision jusqu'à déterminer des interventions, en fait, des actions prioritaires, donc accompagnées d'un échéancier pour justement concrétiser ces stratégies d'aménagement, donc aller, par exemple, jusqu'à identifier certains tronçons de rue sur lesquels on souhaite intervenir. Pour arriver à ce résultat, cette vision, les grandes étapes d'élaboration, il y en a plusieurs. En fait, dans le cas des quartiers de la Canardière, il y a eu une première étape qui a été une consultation préalable à l'automne dernier, à l'automne 2021, qui s'est passée principalement en ligne dans les circonstances. Par la suite, il y a eu une phase préparatoire dont faisait mention M. Lavoie, d'ailleurs, avec la formation de la table d'acteurs clés. Et c'est d'ailleurs avec cette table-là qu'on a dressé un premier portrait du territoire et qu'on a identifié les principaux enjeux d'aménagement. Et c'est avec ce bagage-là qu'on arrive maintenant en consultation publique en amont. Donc, l'objectif est vraiment de revalider certains éléments, mais aussi de revenir sur les préoccupations, les besoins, les attentes pour le secteur. Avec les informations qui seront recueillies dans la consultation, il y aura par la suite analyse et planification, c'est-à-dire qu'on élabore un projet de vision d'aménagement dans un premier temps, dont la version préliminaire sera présentée en consultation publique pour ensuite être révisée, ajustée avant son adoption au conseil municipal. Où on en est actuellement dans cette démarche-là qui s'amorce, je l'ai mentionné, on a commencé par dresser un premier portrait du territoire. Il y a énormément d'informations qui ont été compilées, qui sont disponibles effectivement en ligne. Je relate certains faits saillants juste pour nous mettre en contexte, en fait, mais ça se veut très, très sommaire. Là, il y a beaucoup plus d'informations que ça qui sont disponibles. Au niveau de la population, dans un premier temps, ce sont les données 2016. Les données 2021 du recensement viennent tout juste d'être complétées, d'être diffusées. Donc, on a déjà formulé la demande à Statistique Canada pour avoir ces données-là à jour. Aussitôt que nous les obtiendrons, bien sûr, nous nous assurons de les intégrer et de les diffuser, bien sûr. Mais déjà, quand on regarde la population qui réside dans le secteur, on peut constater que l'âge moyen est quand même plus élevé que ce qu'on observe de manière générale dans la ville de Québec, qu'on a la moitié des ménages qui sont composés d'une personne seule. On a une proportion significative aussi de personnes immigrantes. Le tiers des résidents ont un diplôme secondaire ou ne détiennent pas de diplôme. Et ça se traduit par un revenu annuel moyen brut largement inférieur à celui qu'on retrouve à l'échelle de la ville. Aussi, on a une très forte proportion des ménages qui sont locataires actuellement de leur logement et le tiers de ces ménages-là consacrent 30 % ou plus de leurs revenus au logement. En ce qui concerne le territoire, maintenant, si je reprends les 4 grandes thématiques que M. Lavoie a nommées qui composent habituellement une vision d'aménagement, tout d'abord, au niveau des activités, on a un territoire qui accueille une très grande mixité avec des commerces, des institutions, des industries, donc des pôles d'emploi importants qui s'inscrivent dans un territoire qui est largement résidentiel. Au niveau du cadre bâti, c'est bien sûr un territoire qui est majoritairement construit. On a quelques gabarits imposants, évidemment, avec des très grands bâtiments, mais ce sont généralement des petits gabarits, des petits bâtiments de 1, 2, 3 étages qui s'y trouvent. En termes de mobilité, on a une trame de rue qui est orthogonale, donc avec des intersections à 90 degrés qui facilitent clairement la connectivité et l'orientation. Presque toutes les rues ont 2 trottoirs. Par contre, on retrouve des autoroutes, des voies ferrées qui, plus souvent qu'autrement, deviennent des obstacles à la mobilité active. En termes d'espace public, les milieux naturels représentent tout près de 4 % de la superficie du territoire, où on retrouve quand même de nombreux îlots de chaleur et un nombre conséquent de parcs et d'équipements de loisirs.
Donc, sur la base de ce premier portrait, il y a des enjeux d'aménagement qui ont été identifiés et pour l'exercice de consultation, donc pour la suite de la démarche d'élaboration de la vision, ces enjeux-là ont été regroupés sous 5 grandes thématiques. Donc, je les passe rapidement. Tout d'abord, l'habitation. On peut penser à l'accès au logement, à la pression immobilière, la mixité sociale et l'embourgeoisement notamment. Le développement durable qui a été scindé en 2 blocs, si je peux le dire comme ça. Donc, d'une part, le volet environnemental avec le verdissement, la biodiversité, la résilience au changement climatique aussi de manière générale. D'autre part, les volets social et économique du développement durable, où là, on peut penser au développement d'une communauté, à des commerces, des services de proximité, mais aussi à la sécurité et l'autonomie alimentaire notamment. Autre thème, le cadre bâti et les axes structurants, bien sûr, des axes structurants qui sont voués à se transformer, la création d'un cœur de quartier aussi qui est souhaitable et l'intégration du tramway, bien sûr, qui aura une incidence sur le cadre bâti et les axes structurants, tout comme il y aura une incidence aussi sur la mobilité, qui est le 5e thème et notre sujet d'aujourd'hui, en fait, dans lequel on retrouve aussi la mobilité active qui se veut 4 saisons, l'accès aux fleuves, les barrières urbaines et l'accessibilité universelle. Donc, c'est sur la base de ce portrait-là et des 5 grandes thématiques que les activités de participation publique ont été élaborées. Donc, les activités s'organisent en 2 temps, en fait. D'une part, des activités d'information qui visent vraiment à partir d'une base commune et à se pencher davantage sur certains sujets, certains projets d'actualité qui rejoignent justement les thématiques qui ont été identifiées, donc qui concernent directement les quartiers de la Canardière. Dans un 2e temps, il y aura bien sûr une série d'ateliers aussi où là, l'objectif sera véritablement d'échanger et de générer un maximum d'idées, de suggestions, de stratégies qui devraient se retrouver dans la vision d'aménagement par la suite. Donc, l'ensemble du processus vise véritablement à alimenter la vision d'aménagement pour les quartiers de la Canardière. Cette vision-là, par la suite, en termes d'échéancier, en fait, ça va se dérouler de la manière qui suit, si tout va bien, bien sûr. Donc, suite aux activités de participation publique, il y a un retour avec la table d'acteurs qui est prévu cet hiver, ce qui nous permettra d'élaborer la version préliminaire de la vision au printemps, donc pour la présenter justement en consultation publique vers la fin du printemps 2023. Ultimement, l'objectif est d'adopter cette vision d'aménagement avant la fin de l'année 2023, ce qui nous permettra de se pencher sur sa mise en œuvre en 2024, notamment avec l'adoption d'outils réglementaires qui sont normalement requis pour la mise en œuvre d'une telle vision. Donc voilà, je ne veux pas prendre plus de temps. Je vais tout de suite passer la parole à mes collègues qui vont nous parler de différents sujets de projets d'actualité, comme je le disais, qui vont concerner, qui doivent être considérés plutôt pour la vision d'aménagement. C'est périlleux. Parfait. Merci Annie pour l'introduction. On vient vous présenter aujourd'hui l'insertion du tramway dans les quartiers, dans le quartier Mézeray, là, qui vient vraiment englober toute la vision qu'on a du quartier de la Canardière. Donc, nous, toute la partie est du tramway va traverser 2 quartiers, le quartier du Vieux-Limoilou, quartier Mézeray. Donc, on va mettre l'emphase aujourd'hui plus sur les particularités qu'on va retrouver dans le quartier Mézeray dans le cadre de la vision qu'on a aujourd'hui. Donc, le contenu de la présentation, on va faire une petite mise en contexte du tramway plus général. On va parler de l'insertion. Je prendrai juste la manette, s'il vous plaît. Alors, on va parler de l'insertion du tramway et la localisation des stations. On va faire un petit volet sur la foresterie urbaine et on vous expliquera les prochaines étapes dans les travaux et l'insertion du tramway dans le temps. Et on aura à la fin là, une période de questions quand on aura tout le monde terminé les présentations. Donc, la mise en contexte, le tramway de Québec représente vraiment la colonne vertébrale du réseau de transport en commun. Le tramway va circuler au travers de 13 quartiers. On vient relier les grands générateurs de déplacement. On vient insérer aussi le tramway à un endroit où il y a une forte densité de la population, des emplois et des lieux d'études. Et le tramway va partir à partir du côté ouest de la ville au pôle d'échange Legendre pour se terminer du côté est de la ville au pôle d'échange d'Estimauville en traversant 3 autres pôles d'échange qui sont le pôle d'échange de Sainte-Foy, de l'Université Laval et le pôle d'échange de Saint-Roch.
Donc, si on regarde plus particulièrement la partie qui nous intéresse ce soir, qui est la partie est de la ville. Donc, la conception là, du tracé entre Saint-Roch et Destimoville s'est faite vraiment en adéquation avec les besoins exprimés là, par les citoyens et les commerçants lors d'une démarche là, de participation publique qui s'est tenue au mois de mai 2021. Donc, plusieurs rencontres qui ont été faites, des questionnaires en ligne et que ça a permis de concrétiser l'insertion du tramway dans le quartier du Vieux-du-Moilou et de Mézeray. Donc, le travail s'est fait en intégrant vraiment tous les besoins et toutes les orientations que les visions d'aménagement qui sont en cours d'élaboration vont se faire. Autant, aujourd'hui, on est pour la partie canardière, mais autant aussi pour la partie de la section du Vieux-du-Moilou. Donc, si on regarde les objectifs communs qui étaient donnés au départ là, pour la conception du tramway, était vraiment au départ de réaliser une conception intégrée sur l'ensemble de la branche d'Estimoville. Donc, on parle de la branche d'Estimoville, on parle à partir entre le pôle d'échange de Saint-Roch et le pôle d'échange d'Estimoville. L'objectif était d'insérer le tramway de façon harmonieuse dans les quartiers traversés. On va voir tout à l'heure les différents types de quartiers qui sont traversés, d'assurer l'accessibilité à l'ensemble des usagers, d'assurer une bonne intermodalité, donc l'intermodalité autant avec les pistes cyclables, les piétons qui circulent donc pour rejoindre les stations du tramway et aussi de bonifier la canopée au travers de l'insertion. Donc, si on regarde au niveau des objectifs particuliers, on retrouve là, dans le secteur deux types de milieux. Donc, on retrouve en jaune des milieux qu'on considère plus urbains, denses et avec plus de contraintes. Donc, des milieux où souvent les emprises de rue sont moins importantes. Donc, ils nous demandent de faire une insertion d'une certaine façon. Puis, on retrouve en bleu les milieux qui sont plus contraints, qui sont plus urbains et qu'on considère plus en consolidation. Donc, au niveau des milieux urbains denses et très contraints, ça avait toujours l'objectif d'assurer la qualité de vie du milieu. Donc, on retrouve des quartiers qui sont beaucoup plus résidentiels. Donc, il faut accompagner la hausse significative là, de la pratique de la marche et du vélo, ce qui est constaté là, dans ces quartiers. Et il y avait toujours là, aussi de s'assurer du respect de l'identité du quartier. Donc, dans les milieux qui sont plus en consolidation, donc qui se retrouvent dans les parties bleues, donc on a l'objectif de soutenir la planification urbaine et l'accessibilité des secteurs en consolidation, d'assurer la connectivité et la fonctionnalité du réseau routier. Et on a de sécuriser aussi les modes de transport actifs qu'on va voir un petit peu plus loin, comment vont s'insérer dans l'aménagement de la plateforme du tramway. 4 grands points orientations de conception qui ont été regardés. Donc, on voit le point 1 qui est de prioriser la mobilité durable sur l'axe de la Canardière. Donc, dans la conception, ce qu'on vient créer, c'est que l'axe de la Canardière devient vraiment un axe de mobilité durable, donc où on aura l'insertion du tramway, mais on aura aussi, là, souvent de part et d'autre, là, des liens cyclables forts qui seront aménagés. Donc, on prioriser les infrastructures piétonnes, cyclables et du transport en commun. On a la mise en place d'un axe cyclable 4 saisons qui va s'implanter. Et au niveau des milieux contraints, on a suppression du transit routier. Donc, l'objectif est de vraiment redistribuer la circulation automobile qui sont en déplacement de transit, de circuler soit par l'autoroute du Frein-Montmorency, la 18e rue ou l'autoroute 40. Donc, de permettre que les quartiers résidentiels soient vraiment utilisés pour la circulation résidentielle des gens qui y habitent. Donc, le point 2, on le voit, assurer la qualité de vie et la tranquillité résidentielle, donc apaisement de la circulation routière, modification importante des patrons de circulation. Ça ne signifie pas nécessairement de diminuer l'accessibilité. Les quartiers restent toujours accessibles. Par contre, il peut y avoir des modifications de circulation, par exemple, pour des gens qui auraient à se rendre à leur propriété, mais ça ne diminue pas leur accessibilité. On parle de déminéralisation de certains secteurs, donc on veut bonifier la plantation donc, par la déminéralisation, donc ça nous permet de bonifier la canopée. Donc, au niveau du point 3 qui touche beaucoup plus là, les quartiers de la Canardière, qui est vraiment de consolider le cœur du quartier Mézeray. Donc, c'est exactement où on se situe aujourd'hui,
à proximité de l'église Saint-Pascal-les-Mézerais, donc de valoriser la centralité urbaine du quartier et de créer une traversée urbaine de la route 138. Donc, on verra là, par la 18e rue les certaines contraintes qu'on a eues dans le secteur pour bien insérer le tramway tout en gardant là, une accessibilité véhiculaire sur ces axes. Donc, le point 4 qui est d'assurer une connexion secondaire. L'objectif est quand même de garder les liens Haute-Ville-Basse-Ville. Donc, on voit sur la flèche bleue la connexion routière qui va se faire au niveau de Canardière et aussi de Capucin pour relier vraiment la Basse-Ville vers la Haute-Ville. Donc, on regarde ici plus précisément la circulation près là, du tramway, donc au niveau des piétons, des cyclistes et des automobiles. Donc, on est venu juste identifier sur la carte au niveau des traversées. Donc, le tramway va circuler sur Canardière et en partie sur le boulevard Sainte-Anne qu'on voit sur cette image-là. Donc, il y a quand même l'ajout de 7 traversées sécurisées pour les piétons et les cyclistes comparativement à la situation actuelle. Donc, il y a un ajout de feux de circulation qui va venir permettre d'ajouter des feux de circulation avec des cycles piétons protégés, donc qui va améliorer grandement là, les déplacements pour les piétons et les cyclistes. Si on regarde dans le quartier, l'aménagement des stations, donc on a 4 stations qui vont être aménagées dans le quartier Mézerais. Donc, la première station va se situer au niveau de l'hôpital Enfant-Jésus. La deuxième sera au niveau de la station Bardier, très à proximité de où on se trouve ce soir, devant l'église Saint-Pascal-les-Mézerais. Il y aura une station à Courtemanche. La dernière station sera située au pôle d'échange d'Estimauville. On voit dans le bas de l'image, c'est vraiment tous les liens, l'intermodalité qui peut être créée à chacune des stations. Donc, on peut voir qu'il va y avoir souvent des connexions autobus. Il peut y avoir aussi des sites d'autopartage à proximité. On a aussi des connexions avec les pistes cyclables. Donc, si on prend par exemple l'hôpital Enfant-Jésus, la station de l'hôpital Enfant-Jésus qui est connectée là, avec le corridor des cheminots. Et on pourra aussi même avoir des vélostations qui sont des endroits où on peut laisser des vélos sécurisés à même la station. Les stations sont aménagées. Comment sont aménagées? Les stations du tramway, on va avoir une longueur d'environ 45 mètres, qui est la longueur du véhicule tramway. Au centre du quai où les gens vont pouvoir attendre, il va y avoir des abris qui vont permettre la protection contre les intempéries avec différents usages. Là, on voit dans l'image, dans le gauche de l'image, vraiment de l'information qui est donnée à la clientèle. Ces abris seront de dimensions variables en fonction de l'achalandage. Donc, tout dépendamment de l'achalandage qui est prévu à ces stations. Donc, l'abri pourra avoir une dimension plus grande ou moins grande. C'est des abris qui seront chauffés. Il y aura un chauffage radiant qui sera prévu au plafond pour assurer là, une qualité d'attente aux usagers. On parle d'accès de plein pied du tramway. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que le tramway va arriver, le plancher du tramway sera à la même hauteur que les quais tramway. Donc, il n'y aura pas de différence entre le quai et l'embarquement au niveau du tramway. Donc, ça permet, par exemple, quelqu'un en fauteuil roulant de ne pas avoir de marche à franchir. Donc, ce sera à la même hauteur. Et on aura aussi un quai qui sera chauffé. Donc, il y a un quai qui sera radiant qui va permettre d'empêcher l'accumulation de neige ou de glace à même le quai. La vue d'ensemble du quartier, donc là, on est dans le secteur de Canardière sur cette image-là, on est à partir du cégep de Limoilou jusqu'environ le boulevard Henri Bourassa. Comme on l'a mentionné, le chemin de la Canardière devient l'axe de mobilité durable, donc bonifier l'offre et la sécurité des modes actifs. Donc, on vient créer une interface résidentielle et industrielle. Donc, on a différents secteurs. Donc, par exemple, pour le secteur du garage municipal qui est situé là, à l'intersection Henri Bourassa et Canardière. On a aussi dans le quartier traversé l'EMA qui est le pont d'étagement du CN, donc qui se retrouve là tout de suite passé sur la Canardière, passé le boulevard des Capucins, donc qui est vraiment le lien avec la station du cégep de Limoilou, donc qui est situé vraiment un peu plus dans le bas de l'image. Au niveau du secteur, quel autre élément qu'on retrouve? On a un quartier résidentiel là, dans le secteur des rues de l'avenue de la Capricieuse, de l'avenue Conway. Donc, ça, c'est à prendre en compte dans la conception puis l'insertion du tramway. Donc, l'objectif était de minimiser le transit routier puis d'assurer une tranquillité, une qualité de vie des résidents qui sont dans le secteur.
On a une zone qui est plus en revitalisation là, du secteur industriel, là, de la transformation là, qui va se faire un jour là, du secteur du garage municipal. Et on a en la Pointillé Noir, qui est, comme on le mentionnait un peu plus tôt, l'objectif d'assurer la connexion secondaire là, Hauteville-Basseville via Canardière et pour venir rejoindre Capucin pour se rendre là, vers la Haute-Ville. Donc, si on regarde, on part vraiment du départ là, du secteur de la Canardière, comme Annie le mentionnait, donc qui est délimité par l'ouvrage d'art du CN, là, le viaduc du CN, puis qui est un peu un élément repère dans le paysage. Là, quand on traverse, c'est vraiment l'élément qui vient créer le lien entre les deux quartiers. On passe d'un côté, on est dans le Vieux-Limoilou, de l'autre côté, on est dans Mézeray. Donc, lors de l'insertion et de la construction du tramway, le viaduc devra être reconstruit pour permettre l'insertion du tramway. Donc, l'objectif, excusez-moi, c'est vraiment de venir avoir une signature visuelle sur ce viaduc au final. Donc, il y aura une signature qui sera présentée probablement dans une rencontre future qui va pouvoir vous montrer à quoi ressemblera le viaduc. On a en bas de l'image une coupe type, donc toujours dans l'objectif de venir bonifier la circulation des piétons et des vélos. Donc, on peut le voir là, sur l'image du bas qu'on vient vraiment élargir les trottoirs de part et d'autre du viaduc. Donc, on se retrouvera de part et d'autre avec une piste cyclable et un lien piéton. Et au centre, on aura le tramway qui sera inséré du côté gauche, là, du côté nord-ouest. Et à droite, on aura 2 voies de circulation. Donc, on passe dans ce secteur-là à 2 voies par direction, à un tramway qui sera du côté latéral à gauche de l'image et à droite, on aura la circulation automobile là, avec une voie dans chaque direction. Donc là, on se retrouve, on traverse le viaduc du CN, on est sur le chemin de la Canardière jusqu'à Henri Bourassa. Donc, ce sera une insertion du tramway qui sera une insertion axiale où on aura 2 voies du côté sud-ouest qu'on retrouve dans le bas de l'image. Les 2 flèches noires représentent les voies de circulation automobile et on aura une voie de bouclage du côté nord-ouest. Donc, les voies de bouclage, qu'est-ce que ça représente? C'est qu'on va pouvoir partir, par exemple, de la rue de la Capricieuse et venir boucler dans le quartier et venir rejoindre, par exemple, l'avenue Conway qu'on voit là, à gauche de l'image. Donc, ça permet de limiter la circulation de transit, mais ça permet de garder l'accessibilité des résidents qui veulent se rendre jusqu'à destination de leur propriété. Si on regarde un peu plus loin au niveau là, de passer Henri Bourassa, donc si on regarde les différents éléments qu'on retrouve, qu'on a pris en compte dans la conception, donc on a toujours là, notre flèche bleue qui représente l'axe de mobilité actif sur Canardière. On a aussi toutes les institutions de santé. Donc, vous avez vu tout à l'heure que la station de l'hôpital Enfant-Jésus va être située à l'intersection d'Henri Bourassa et de Canardière. Donc, l'objectif était vraiment de venir créer un lien fort entre ces institutions de santé qui sont un lieu de destination assez important, autant pour les gens qui doivent avoir accédé à ces endroits au CLSC ou à l'hôpital, autant aux travailleurs qui vont devoir se destiner à cet endroit-là. Donc, l'objectif est de vraiment créer un lien fort pour que l'hôpital soit bien desservi et même le CLSC soit bien desservi. Donc, ce qu'on retrouve aussi, si on continue un petit peu plus vers l'est, on a plus une partie qui est de rue commerçante. Donc, l'objectif était de consolider la structure commerciale en relation avec le cadre bâti qui est déjà là. Et on a toujours, comme on l'a mentionné, l'objectif de consolider le cœur du quartier, créer une traversée urbaine de l'artère et bonifier les espaces publics et l'attractivité. On va le voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qui est projeté pour la station Bardi qui se trouve là à proximité de l'église Saint-Pascal-les-Mézeray. Donc, et on a par la suite l'artère routière qui est du boulevard Sainte-Anne, qui est actuellement un peu en densification, qui a beaucoup de projets de développement qui se font jusqu'au pôle d'échange d'Estimauville. Donc, ici, on se retrouve à la station de l'hôpital Enfant-Jésus. On est à l'intersection Henri Bourassa et Canardière. Donc, on voit au point 1 les 2 rectangles bleus, c'est vraiment les quais du tramway avec les stations qui seront aménagées. On voit dans l'image de droite
une station, l'image, c'est vraiment une image type. C'est un exemple qu'on donne. C'est un rendu de la station du CHUL sur le boulevard Laurier. On va retrouver à cet endroit-là une station qui est tempérée, une station qui est fermée. Donc, l'achalandage est assez important. Puis on voulait assurer un bon lieu d'attente pour les résidents, les gens, les usagers qui vont s'y rendre, qui se rendent aussi aux institutions de santé. Donc, c'est important pour nous. C'est un quai qui sera très large et très confortable pour les usagers. On retrouve au point 2 un exemple de vélostation. Donc, vélostation pour être en lien avec la piste cyclable qui circule sur Henri Bourassa et la piste cyclable aussi qui sera présente sur le chemin de la Canardière. On parle d'une zone, d'une vélostation qui va regrouper une partie qui sera en lieu sécurisé, donc une quarantaine de places sécurisées pour les vélos, des gens qui vont pouvoir laisser leur vélo à l'intérieur qui sera sécurisé, et une partie d'autres supports pour vélos qui sera nécessairement non sécurisé par un bâtiment, mais qui pourrait être sécurisé par la personne qui va porter ou qui laisse son vélo là. Donc, il y aura différentes façons de pouvoir correspondre avec le tramway. Donc, on a au point 3, qui est vraiment l'interconnexion avec les autobus du RTC, les parcours qui circulent sur Henri Bourassa sera le lieu de correspondance entre des gens qui utiliseraient un service par bus et qui voudraient effectuer une correspondance avec le réseau de tramway. Donc, chemin de la Canardière, donc plus à l'est de Henri Bourassa, on va être en insertion axiale avec une voie partagée de bouclage de chaque côté. Donc, on retrouve à cet endroit-là vraiment une circulation qui va pouvoir se faire en bouclage, un peu comme je vous l'expliquais, un peu plus à l'ouest, dans le secteur de l'avenue de la Capricieuse et de Conway. Par contre, là, c'est des sections de voies qui vont être en voie partagée. Donc, ces sections de voies-là vont devoir être partagées autant par les piétons et les cyclistes, et ça sera un endroit où la vitesse automobile sera réduite jusqu'à 20 km/h. Donc, pour permettre la cohabitation entre les différents usagers. Et ces voies partagées qui vont servir aussi de voies de bouclage vont permettre de venir desservir l'accessibilité des quartiers de part et d'autre du tramway. Donc là, on arrive dans la situation un peu particulière de Canardière, vraiment aux intersections de Bardy et Canardière. Donc, on a différents croisements de rues à cet endroit-là. On a le chemin de la Canardière qui arrive à cet endroit-là. On a la 18e rue. On a boulevard Sainte-Anne qui s'y rend. Donc, il y a comme une convergence de ces artères-là. Donc, ça a amené un certain défi d'insertion du tramway, aussi de l'insertion de la station qui va venir desservir le secteur. Donc, on arrive avec une emprise de rue qui est très réduite, qui est de 22 mètres de façade de bâtiment à façade de bâtiment, donc qui vient limiter un peu ce qu'on est capable de faire. Donc, la réflexion qui a été faite, c'est une insertion latérale, donc du tramway. Donc, si on se retrouve sur le chemin de la Canardière et on se dirige vers l'est, vers le boulevard Sainte-Anne, donc, rendu à partir de la 18e rue, le tramway sera vraiment du côté latéral et il y aura vraiment une voie automobile qui passera du côté nord de la rue. Donc, par exemple, les gens qui arriveraient de la 18e rue ne pourront plus maintenant tourner sur le chemin de la Canardière pour revenir rejoindre le boulevard Sainte-Anne. Ils vont devoir suivre la flèche qu'on voit en bas sur la 18e rue, revenir rejoindre l'avenue Nicolet pour venir rejoindre le boulevard Sainte-Anne. Donc, l'objectif était de venir libérer une voie de circulation au cœur du quartier pour permettre l'insertion de la station qu'on va vous montrer tout à l'heure sur un rendu. Donc, l'objectif, c'était vraiment de bonifier les espaces publics et l'attractivité du cœur du quartier. On voulait respecter le cadre bâti actuel quand même. Il y avait besoin d'une dilution des flux principaux de déplacement sur 2 axes. Donc, là, étant donné que c'était un étranglement, on voulait éviter l'étranglement de tous ces axes routiers-là. Puis, il y avait l'interaction faible entre le transit routier principal et le tramway qui était regardé. Donc, si on regarde un peu plus en détail à quoi va ressembler donc un nouvel espace public dans le secteur, donc on reconnaît la forme de l'église en haut, qui est l'église Saint-Pascal-les-Mézerais, et on a le point 1 qui est la plateforme du tramway avec ses stations de part et d'autre, donc en côté latéral. On vient aussi délimiter tout ce qui est
toute la partie du parvis de l'église. Donc, on a le point numéro 2 qui est, le parvis de l'église qui sert de zone là, de rassemblement. Je sais qu'il y a une place éphémère qui est située sur cet endroit-là en période estivale. Donc, c'est un lieu qui est apprécié des résidents. On a au niveau du point numéro 3 un terrain, le résidu de terrain dans le secteur qui sera un triangle qui sera végétalisé là, pour améliorer la canopée dans le secteur. Puis on a le point 4 qui est vraiment les cheminements là, qui se promènent, que les gens peuvent se diriger entre le parvis, la station, l'avenue Champfleury, donc qui est vraiment l'endroit où les gens vont pouvoir circuler à pied pour se rendre dans cet espace, ce nouvel espace public. Donc, un rendu ici de la station Bardy, on voit au fond de l'image qui est l'église. Un peu plus près de nous, on a la station avec les deux bâtiments. Ce qu'on voit en gris un peu plus foncé, c'est les abris qui seront situés sur les quais du tramway. Et là, on est vraiment dans la place publique sur l'espace végétalisé qui est laissé, là, que je vous montrais tout à l'heure par le triangle au sud là, de la station. Donc, le dernier secteur de l'insertion du tramway, c'est vraiment sur le boulevard Sainte-Anne jusqu'au pôle d'échange d'Estimauville. Donc, toujours, on continue. L'axe de mobilité va se poursuivre là, sur le boulevard Sainte-Anne. Donc, bonifier l'offre et la sécurité des modes actifs et du transport en commun, toujours en respectant la fonction de la route 138 comme étant une artère de déplacement automobile. On a toute la question du développement immobilier. On a vu que dans les dernières années, et même actuellement en ce moment, il y a une densification qui se fait à même les terrains là, de part et d'autre du boulevard Sainte-Anne. On a la station Courtemanche qui sera située à l'intersection Courtemanche, qui vient vraiment créer, qui est le lieu là, qui était le plus propice pour cette nouvelle station en fonction des développements qu'on a actuellement et en fonction des quartiers résidentiels qu'on a autour de cette station. On a aussi toute la question de l'écoquartier qui est en développement aussi, qui avance, là, qui a de moins en moins de terrains disponibles, mais qui est en très bon développement avec l'ensemble des édifices aussi du fédéral et aussi de la CNESST. Donc, on retrouve à la fin là, le pôle d'échange qui est la zone d'intermodalité qui va pouvoir même aussi accueillir un développement immobilier. Il y a un résidu de terrain qui est disponible sur les terrains qui sont utilisés pour le pôle d'échange. Donc, station Courtemanche, on l'a ici, on n'a pas de rendu qui montre à quoi va ressembler là, la station en tant que telle dans son milieu, mais on a une coupe là, à droite qu'on peut voir là, les abris qui seront situés. Puis, on voit qu'il y a différents projets de développement qui s'y retrouvent là, à proximité. Donc, on est ici en insertion axiale avec une voie par direction. Donc, le boulevard Sainte-Anne va devenir vraiment une zone où on aura le tramway au centre de la chaussée, une voie de circulation de part et d'autre, ensuite de ça, piste cyclable et trottoir pour se rendre jusqu'au pôle d'échange d'Estimauville. À quoi va ressembler le pôle d'échange d'Estimauville? Donc, il va être situé aux intersections du boulevard Sainte-Anne et du boulevard Monseigneur-Gauthier à proximité de l'avenue Jean de Clermont là, qui traverse de part et d'autre entre Monseigneur-Gauthier et le boulevard Sainte-Anne. Donc, le carré bleu, c'est vraiment l'endroit où le pôle d'échange sera aménagé. Le tramway va venir s'insérer, il va être au niveau axial sur le boulevard Sainte-Anne, mais à partir de l'intersection d'Estimauville, va devenir en latéral du côté nord pour revenir rejoindre le pôle d'échange. Donc, on a ici la conception du pôle d'échange. Donc, on retrouve dans le bas de l'image le tramway qui vient s'arrêter à la fin de son parcours. Qui vient faire le lieu. C'est un lieu de forte correspondance entre les autobus du RTC et le tramway. Donc, on a 18 quais d'autobus. Donc, les gens vont pouvoir faire une correspondance à partir autant quelqu'un en tramway qui irait vers un système d'autobus, autant un autobus qui viendrait rejoindre le tramway pour faire cette correspondance. On retrouve différents aménagements. Au point 1, un stationnement pour le système de transport adapté de la capitale, donc tous les minibus qui viennent porter les gens à mobilité réduite. Donc, on a une place réservée pour eux. On parle encore de vélo-station au point 2. Donc, on vient faire le lien entre la piste cyclable qui se situe sur le boulevard Monseigneur-Gauthier pour
pour revenir rejoindre l'endroit sécurisé pour laisser ses vélos. Donc, vélo sécurisé, un support à vélo normal. On parle aussi d'une place publique. Donc, il y a une partie du terrain qui sera laissée en place publique et on a le point 5, là, un potentiel de développement immobilier qui est hors du projet du tramway, mais qui sera un terrain disponible là, lorsque le pôle d'échange sera construit. Donc, ici, on a une vue à partir justement de la place publique et on regarde à l'intérieur vers le pôle d'échange. Donc, petit point au niveau de la foresterie urbaine, dans le cadre du projet du tramway, il y a 4 grandes priorités. Donc, les priorités, les engagements qui ont été pris se déclinent de cette façon. Donc, de protéger, la première premier point. La deuxième, c'est bonifier. Ensuite, c'est assumer et ensuite, c'est engager. Donc, l'objectif numéro 1 de protéger, c'est de protéger les arbres. L'objectif, c'est de ne pas en couper. Par contre, on sait qu'il y a des travaux qui nécessitent certains abattages d'arbres. Donc, on prend en particulier, on regarde lors de la conception les meilleures pratiques pour être en mesure de protéger ces arbres. Lorsque l'abattage est nécessaire, on a un volet qui est de la bonification, donc la stratégie de végétalisation. On doit replanter 20 arbres pour chaque arbre qui sont abattus. Donc, c'est la stratégie qui est mise en place lorsque des abattages d'arbres. On a toute la partie assumée, donc prise en charge rigoureuse de l'entretien des arbres. Donc, on ne veut pas juste les planter, mais on veut s'assurer qu'il y a d'une survie de ces arbres-là sur le long terme. Et on a aussi une approche personnalisée. On s'engage, puis il va y avoir certaines plantations qui vont être faites sur des propriétés privées, mais qui la Ville va prendre en charge pour s'occuper bien là, de la survie de ces arbres-là à proximité de la ligne du tramway. Donc, si on regarde dans le quartier Mézeray, lorsqu'on fait le dénombrement des arbres qui sont dans l'axe du tramway, on en a 393. Sur ces 393, il y a 82 de ces arbres qui peuvent être soit protégés ou transplantés. Lorsqu'un arbre peut être transplanté, on considère qu'il n'est pas abattu. On fait de la protection de 82 Sur ces 393, il y a quand même 69 arbres qui vont devoir être abattus, qui représentent 18 Sur ces 69 arbres, il y en a un arbre qui est vraiment un arbre qui est très petit, là, qui est un arbre de petit gabarit. Et on a 16 frênes et on sait qu'avec la grille du frêne, que les arbres sont voués à l'abattage à long terme. Donc, c'est des arbres qui auraient dû être abattus sur du long terme. Donc, on a un bilan où on a 52 arbres là, qui sont impactés par le projet. On va toujours avoir la compensation du 20 arbres pour un arbre abattu. Et il y a des analyses qui sont en cours actuellement pour regarder à quel endroit que ces arbres-là peuvent être reboisés. Donc, prochaines étapes, nous, on est venu présenter en juin dernier, en juin 2022, l'insertion du tramway, la localisation des stations. On est venu présenter l'addenda numéro 5, les études de déplacement, les études acoustiques. Ça s'est fait en juin dernier concernant le secteur du Vieux-Limoilou, secteur de Mézeray. À l'été, à l'automne 2022, donc, il y a eu des travaux préparatoires. La majorité des travaux préparatoires pour le tramway qui ont été faits dans le secteur qu'on se passe, c'est surtout des inventaires archéologiques. L'objectif est vraiment de venir, lorsqu'il y a des potentiels archéologiques, de venir faire des inventaires pour venir. L'objectif, c'est que lorsqu'il y aura des travaux plus importants, qu'il n'y aura pas de surprise en archéologie qui sera découvert pendant des travaux. À l'automne 2022, on va faire la sélection du partenaire privé qui s'occupe du matériel roulant, donc le véhicule qui sera utilisé pour le tramway. Au printemps 2023, ça sera la sélection du partenaire privé infrastructure, que ça sera le consortium qui devra construire le tramway, plus les travaux civils. Et à l'automne 2023, on aurait le début des travaux par le partenaire privé, vraiment de construction du tramway, mais qui va se faire par phase. Donc, on a plus de 19 km de tramway à construire. Ça ne sera pas tout fait tout en même temps à partir de 2023. Il y aura des phases et l'échéancier plus précis sera connu lorsque le partenaire privé sera connu. Et toujours pour une mise en service du tramway qui se fera en 2028. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Pascal qui, en lui passant l'ordinateur. Merci. Oups.
Donc, bonsoir tout le monde. Très content d'être là ce soir pour vous présenter la vision de la mobilité active de la Ville de Québec. Cette vision-là a été publiée à la fin septembre cette année, mais vous êtes presque les premiers à officiellement la voir et vous êtes les premiers à qui on la partage ce soir en public. Donc, c'est le fun. Je suis content de, de faire ça avec vous. C'est une première, donc aussi, vous allez voir, là, on n'a pas eu encore le temps de bien mettre beaucoup d'images, simplifier un petit peu les concepts qu'on vous présente ce soir. Là, il y a peut-être un petit peu de texte dans la présentation qu'on va tenter de simplifier dans les prochains mois pour la rendre la plus digeste possible, cette présentation-là. Mais avec les questions, on va être capable de simplifier ça au maximum. C'est quoi la mobilité active? En fait, c'est toute forme de déplacement qui se fait avec une activité physique, l'énergie humaine, avec ou sans assistance électrique. C'est important de le mentionner. Nous, on inclut la marche, le vélo conventionnel, le vélo assistance électrique, les fauteuils roulants. Souvent aussi, là, dans le cadre des consultations publiques qu'on a fait récemment, là, les gens nous mentionnaient qu'on ne parlait pas assez de la marche dans la vision de la mobilité active, mais c'est central. Même si vous ne voyez pas toujours apparaître dans les actions qu'on va vous présenter, le mot piéton ou le mot marche, sachez que c'est toujours au cœur de notre démarche. On parle aussi d'intermodalité, c'est-à-dire le mix entre un piéton et le transport en commun ou un vélo et le transport en commun. Évidemment aussi, ça peut être non, c'est ça, oui. J'ai rendu dans un autre concept d'intermodalité. Aussi, pourquoi on a cette vision-là? En fait, c'est beaucoup aussi parce que ça a des impacts très positifs, la mobilité active, notamment sur la santé, l'environnement, la société. En termes de santé, on sait que la mobilité active, ça contribue à avoir une population qui est plus active, plus en santé et plus épanouie. Les gens qui pratiquent la mobilité active, sont souvent des gens dont diminue les risques de décès, ça diminue les risques de maladie, on diminue aussi les dépenses dans le système de santé, on augmente la productivité et on diminue l'absentéisme au travail. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que les gens qui se déplacent à vélo et à pied sont plus productifs, moins absents au travail. Quand on connaît les coûts que ça peut comporter pour un employeur, c'est intéressant d'investir là-dedans. On lutte contre la sédentarité, on brise l'isolement social, entre autres parce que la mobilité active, c'est des modes qui sont plus abordables économiquement. Donc, quelqu'un qui est moins nanti peut se déplacer, aller rencontrer des gens plus facilement. On offre plus d'options pour se déplacer et on inclut aussi les personnes qui sont les plus vulnérables. En termes de qualité de vie et de déplacement, vous le savez sans doute, là, la mobilité active, ça permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique, la pollution sonore. Ça diminue aussi l'empreinte écologique collective. Ça diminue la congestion routière. Ça permet aussi d'apaiser les quartiers parce que souvent, la mobilité active, c'est un petit peu moins bruyant que des modes véhicules à essence. Et aussi, ça favorise un meilleur partage de la rue. Pour l'économie, ça a beaucoup de retombées positives et sont de plus en plus documentées aussi là, dans la littérature. Mais de manière simple, on sait que plus on favorise la mobilité active dans une ville, plus ça permet aux familles d'économiser en diminuant sur l'utilisation notamment d'un deuxième véhicule ou même d'un véhicule. Par exemple, les frais d'essence, l'entretien, le stationnement, etc. Ça permet aussi de diminuer les coûts des infrastructures routières et automobiles, qui nous coûtent quand même assez cher collectivement. Réduire aussi les coûts liés à la congestion routière. Ça aussi, c'est de plus en plus documenté. On le sait que le temps perdu dans le trafic, on peut le chiffrer et dire combien ça nous coûte collectivement. Et aussi, ça permet de stimuler l'économie locale. Par exemple, les gens qui sont à vélo et qui vont consommer sur leur rue piétonne, leur rue commerciale, ont tendance à y aller plus souvent, notamment parce qu'ils ont un plus petit mode de transport qu'un véhicule automobile. Donc, les commerces qui sont situés près, par exemple, des infrastructures cyclables sont normalement en meilleure santé ou très fréquentés par les cyclistes et les piétons. Pour Québec,
qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi, dans quel contexte on inscrit ça? C'est qu'il y a vraiment un potentiel énorme en termes de mobilité active à développer. Quand vous regardez à l'heure de pointe, ça, c'est une statistique qui est quand même, moi, ça me fascine à chaque fois, presque un peu plus de 40 des déplacements de moins de 1 km à Québec ne sont pas réalisés en transport actif. Imaginez, là, c'est facile de se déplacer sur 1 km à pied et il y en a quand même 40 qui ne le sont pas. 90 des déplacements de 1 à 5 km ne sont pas réalisés en transport actif à Québec. C'est énorme. Ça veut dire qu'actuellement, on est à peu près à 183 000 déplacements et on serait capable d'en rajouter à ça par jour 268 000 pour un total d'à peu près 450 000 déplacements par jour. Ce qui ferait en sorte qu'on passerait d'une part modale, c'est-à-dire les différents modes de transport utilisés comme une pointe de tarte, c'est-à-dire les parts d'automobiles, les parts de transport en commun, les parts de piétons, vélos, pour le transport actif, donc piétons, vélos, qui sont actuellement de 13,2 actuellement en 2017, on pourrait passer à 32,4. Donc, vous voyez, en développant davantage la mobilité active à Québec, on vise à aller chercher ce potentiel-là. Pour le secteur particulier à l'étude, on a fait des cartes de potentiel. Pour chaque arrondissement, comme vous pouvez le voir à Québec, chacun des arrondissements a vraiment un potentiel. Évidemment, c'est dans les zones urbanisées. Et même au centre-ville et dans la cité Limoilou et du côté de Mézeray, il y a quand même des bons potentiels aussi. On voit notamment, comment je dirais ça, même dans les milieux qui sont relativement bien desservis par les réseaux de transport actifs, il y a quand même du potentiel à matérialiser aussi. Donc, qu'est-ce que c'est les modes de transport actifs? On l'a abordé, là, la marche, le vélo, l'intermodalité. Dans la vision, on a 4 grandes orientations qu'on va vous présenter. Évidemment, beaucoup d'actions concrètes pour bâtir la ville de demain. Par la vision de la mobilité active, c'est sûr, c'est une petite planification, mais on vise vraiment à implanter des actions concrètes là, par rapport à ça. On veut affirmer l'importance de créer des milieux de vie à échelle humaine. Annie en a parlé, Benoît en a parlé aussi avec le tramway, qu'est-ce que ça va amener? Ça cadre carrément dans cette vision-là aussi. En plaçant la mobilité active comme la priorité des déplacements, en agissant concrètement pour la transition climatique et en bâtissant une ville qui inclut les populations vulnérables. En fait, il y a 4 grands thèmes et on part d'une échelle d'intervention, je dirais, qui est à haut niveau et on s'en va à une échelle plus méso et une échelle micro en fonction de chacun des thèmes que vous voyez là. Donc, notre thème à haut niveau, c'est vraiment par rapport à la planification des réseaux et de l'aménagement du territoire. Ce qu'on veut faire, c'est une ville à échelle humaine qui est parcourue par des réseaux de mobilité durables qui sont continus. Au deuxième niveau, on veut travailler sur l'efficacité. Donc, on veut faire des liens attrayants et performants, que ce soit en termes de vitesse de déplacement, en termes de déneigement. Non, le déneigement est dans le confort, c'est vrai. Donc, on veut vraiment travailler pour que les déplacements soient les plus efficaces possibles à pied et à vélo. En termes de niveau, le niveau pour le confort, on veut vraiment que les liens qu'on aménage assurent un meilleur sentiment de sécurité des usagers, peu importe leur âge, leur aptitude. Ça, c'est une approche notamment qui est utilisée beaucoup à Vancouver. En anglais, c'est All Age and Abilities. Donc, ils développent leur réseau de transport actif en fonction, peu importe l'âge, peu importe l'habileté, il faut que ça soit accessible à toutes ces catégories de personnes-là. Dernier volet, on veut développer la culture de la mobilité active à Québec, que ce soit par différentes activités de sensibilisation, d'information, des fêtes, etc., des journées thématiques, pour faire de la pratique des modes actifs un choix naturel et respecté par tous.
Pour ce qui est, il y a 4 actions, comme je mentionnais tantôt. Notre première action, c'est d'accélérer le développement des réseaux utilitaires de mobilité active et d'assurer l'accès au transport en commun. Ce qu'on veut faire notamment, c'est de réaliser les 3 premiers corridors Vélocité. Les corridors Vélocité, c'est des concepts où vous allez voir, là, il y a un hyperlien à la fin de la présentation. Vous allez pouvoir voir quoi ça comporte sur le site Internet. C'est des corridors à haut niveau de service, en général, qui sont séparés de la circulation, où les gens ont une largeur de voies cyclables assez large, par exemple, pour permettre des dépassements, pour circuler en famille. C'est des zones aussi qui sont végétalisées. Donc, on veut travailler ces corridors-là dans les prochaines années. On veut ajouter 100 km au réseau de mobilité active à Québec. On veut investir 36 $ par habitant par année à partir de 2024, soit plus du double qu'actuellement. Puis on veut notamment élaborer aussi et mettre en œuvre une stratégie de stationnement pour vélos, notamment les vélos-stations avec le tramway. La deuxième action, on veut renforcer l'efficacité des déplacements actifs en tout temps, notamment par ces actions suivantes, soit d'adapter les temps d'attente aux intersections en fonction des comportements des usagers et des besoins en mobilité active. On veut poursuivre aussi le déploiement du réseau cyclable 4 saisons en y ajoutant 65 km. On veut optimiser les étapes nécessaires à l'ouverture et à la fermeture du réseau cyclable de manière à rendre praticable le plus longtemps possible, les tronçons n'étant pas 4 saisons. On veut éclairer adéquatement aussi les aménagements piétonniers et cyclables. C'est important aussi que ça soit utilisable à toutes les périodes de l'année, mais aussi à toutes les périodes de la journée. Là, il y a beaucoup de texte. Ça, c'est un exemple de diapo qu'on va simplifier. Mais je vais vous la lire. Donc, pour cette action 3-là, on est vraiment au niveau du confort. Et aussi pour l'ensemble des utilisateurs du réseau piétonnier et cyclable. On veut notamment analyser les besoins de mise à niveau du réseau cyclable existant en fonction de sa conformité avec le nouveau guide de conception qu'on est en train de travailler actuellement et prioriser les mises à niveau nécessaires. Et suite à cette analyse-là, pour la mise à niveau, on veut réaliser les 50 km les plus prioritaires. On veut aussi inclure les besoins en mobilité active dans tous les projets de réfection des rues de la ville. On veut actualiser le guide de conception. Merci. Il fait froid, hein? Ouais. Mais ça ne paraît pas, mais le froid, ça change le rythme. On prend le temps. Bon. On veut aussi s'assurer que les aménagements cyclables et piétonniers proposés soient adaptés au milieu d'implantation, en plus d'être sécuritaires et confortables pour l'ensemble de la population. Et on veut aussi assurer l'accès à pied à vélo aux écoles primaires dans le cadre de travaux liés à l'aménagement des corridors scolaires, notamment à partir de 2024. Et notre dernière action qui concerne la culture, ce qu'on veut faire, c'est jouer un rôle de chef de file et de facilitateur dans l'essor d'une culture en faveur de la mobilité active et de l'intermodalité. Entre autres, en organisant des journées de célébration de la mobilité active inspirées du concept de Cyclovia. Cyclovia, c'est des journées, je pense que c'est le dimanche à Bogota, en Colombie, où on ferme des grands axes routiers pour les dédier exclusivement au vélo. C'est ce genre de choses-là qu'on aimerait travailler à Québec. On veut aussi créer un comité consultatif pour accompagner le suivi de la mise en œuvre de la vision et planifier et réaliser l'implantation d'un parc éducatif pour cyclistes sur le territoire de la Ville de Québec. Un peu comme quand on était jeune, en tout cas, quand j'étais jeune, il y avait le parc de sécurité routière à Robertval. Là. Pour ceux qui s'en rappellent, ben, on veut faire un peu la même chose, mais pour les cyclistes. Il y en a un, entre autres, à Drummondville qui nous inspire actuellement. C'est une formule qui marche bien. Donc, on arrive dans le cœur du sujet. Spécifiquement pour le quartier Mézeray. Donc, on a fait quelques constats. Ce n'est pas exhaustif, c'est vraiment en discutant et avec les différentes consultations en amont qu'il y a eu, ce qu'on a ressorti. En termes de mobilité active, on peut dire que le quartier a une bonne recette quand même, mais comme on l'a montré, il y a quand même un potentiel vraiment important matérialisé. Le quartier est enclavé par des barrières anthropiques, donc des barrières humaines,
les autoroutes, les boulevards, les voies ferrées et aussi des barrières naturelles, notamment les cours d'eau. Il y a une circulation de transit et de camionnage qui est quand même importante sur certains axes, là, notamment Henri Bourassa. L'accès au fleuve est à bonifier, notamment en mobilité active. Il y a des zones de redéveloppement qui sont à penser en fonction de la mobilité active, notamment des rues conviviales. Aussi, il y a de nouveaux grands employeurs qui s'en viennent et leurs futurs employés, pardon, qu'on peut capter comme utilisateurs de la marche, du vélo et du transport en commun avec des mesures en gestion des déplacements, que ce soit par exemple des titres de transport en commun en entreprise, mettre des supports à vélo sur les lieux d'emploi, ce genre de mesures-là. Donc, il y a du potentiel aussi pour développer ça avec les futurs employeurs qui s'en viennent dans le quartier. En termes de liens fortement utilisés et de liens potentiels à formaliser, actuellement, là, le corridor du littoral et des cheminots, c'est des corridors qui sont très utilisés autant pour le loisir que pour le vélo utilitaire. Vous avez vu dans la présentation de Benoît, le corridor Canardière, on veut vraiment faire un axe de mobilité durable et par rapport à la mobilité active, c'est l'axe à Québec actuellement qui a le plus fort potentiel pour les déplacements à vélo. On a fait des analyses d'opportunités, puis il score très, très, très haut dans la liste, entre autres parce que c'est une diagonale. Donc, ça va. La diagonale, c'est le chemin le plus court. Hein, on voit souvent sur le gazon des lignes de désir qui prennent exactement la diagonale. Donc, on pense que ça va porter fruit de lier le tramway avec un réseau cyclable qui va s'y coller. Aussi, on veut faire des connexions avec les pôles de développement de la zone Innovitam avec le réseau environnant pour s'assurer que le réseau cyclable va bien se connecter à ces futurs développements-là. Puis, on veut aussi consolider le corridor Loiret comme axe nord-sud structurant. C'est un axe qui est un peu méconnu, qui part en bas de la rue Mailloux, qui monte jusqu'à Beau-Royal. On a fait un beau projet l'année passée, on continue de travailler dessus, mais je vous invite à aller rouler là, la nouvelle partie en haut de Loiret, c'est magnifique. Et on veut le consolider aussi parce que c'est un axe qui a un bon potentiel. Les principales demandes citoyennes, là j'ai trop d'eau. Trop de choix. Ça, les demandes citoyennes, on a fait dans le cadre de la vision de la mobilité active. On a fait différents exercices de consultation avec des groupes, avec les citoyens. Aussi, il y avait des cartes interactives où on invitait les citoyens à mettre des petites pins sur des cartes sur Internet pour nous dire OK, telle intersection n'est pas sécuritaire, j'aimerais avoir un lien à tel secteur. Donc, on a tout regroupé ça. Mais celles qui sont là, c'est celles qu'on a reçues notamment par rapport aux mémoires et aussi sur les cartes interactives qu'on a regroupées. On essaie de faire les meilleurs regroupements possibles. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait vraiment des demandes pour créer des nouveaux axes cyclables et augmenter les budgets liés au développement des réseaux de mobilité active. Développer davantage le réseau 4 saisons, mettre en place des actions pour désenclaver les quartiers, ça ressortait beaucoup. Mettre à niveau certains axes cyclables achalandés, notamment le partage, parce qu'il y a de plus en plus de modes de transport différents sur les axes cyclables. Il y a beaucoup de cyclistes, notamment sur le corridor du littoral, donc voir comment on peut mettre à niveau ça pour améliorer le partage entre les différents modes. Augmenter les mesures d'apaisement de la circulation et diminution de la circulation de transit et intégrer le vélo au corridor scolaire. Comme vous avez vu tantôt, dans les actions de la vision de la mobilité active, il y a déjà des actions qui ont été demandées par les citoyens qu'on a intégrées dans notre vision et certaines actions de votre quartier qui sont venues intégrer cette vision-là. En termes de projets à venir, de manière plus concrète, mais Benoît l'a mentionné, on travaille sur un axe cyclable le long du tracé du tramway. On veut travailler aussi les connexions avec le pôle d'Estimauville, avec la future vélostation qui s'en vient. Et aussi, on a des projets cyclables en analyse. Et là, je vais insister beaucoup sur la prochaine diapo. Vous allez comprendre pourquoi. Vous avez des projets en analyse, l'avenue d'Estimauville, le projet 26e rue de la rue Évangéline. On analyse aussi le prolongement de la vélorue de la Ronde vers le nord. On aimerait, en tout cas, il y a eu des demandes pour un lien plus direct vers la baie de Beauport à partir de l'ouest et aussi améliorer les connexions du quartier Vieux-Moulin via Beau-Royal. Pourquoi la mise en œuvre?
la mise en garde est importante parce que, je le mentionnais au début, c'est dans les premières fois qu'on présente officiellement là, au public la vision de la mobilité active et des cartes d'analyse du réseau projeté. On est en train d'analyser le projeté. Donc, ce que la carte que je vais vous présenter à la prochaine diapo comporte, c'est les demandes citoyennes qu'on a reçues lors des consultations publiques de la vision de la mobilité active là, qui a eu lieu les 2 dernières années. Et c'est des axes projetés qui n'ont pas été développés encore dans la vision des déplacements à vélo qui précédait la vision de la mobilité active. Donc, mais ce que ce n'est pas, puis si jamais vous voyez des liens qui n'apparaissent pas sur la carte, c'est peut-être normal parce que les axes qui ne sont pas sur le réseau municipal, qui sont par exemple sur des terrains privés, des choses comme ça, on ne les a pas mis actuellement dans la carte. On les analyse quand même, mais comme il y a des notions d'acquisition, des trucs comme ça, c'était peut-être un peu trop avancé d'en parler tout de suite. Et aussi, ça ne contient pas les axes qui pourraient être privilégiés dans une analyse plus approfondie de la desserte des quartiers selon les motifs des déplacements qui ont les plus grands potentiels. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, on va dans un quartier précis puis on se rend compte que le motif loisir est très, très fort puis qu'il manque un axe cyclable entre un point A et un point B qui va augmenter l'utilisation du parc par les résidents. Ce genre de lien-là n'est pas là parce que c'est souvent des liens qui sont un peu plus micro, mais c'est le genre de stratégie qu'on va développer dans les prochains mois, les prochaines années pour vraiment, pour chaque quartier, voir c'est quoi le potentiel. Ce n'est pas nécessairement le potentiel des déplacements domicile-travail qui est le plus élevé, mais ça peut être le loisir ou le magasinage. Ça va être de développer dans un deuxième temps des plans un peu plus adaptés à chaque secteur qui vont vraiment tenir compte des plus grands potentiels de déplacement par rapport au mode actif pour que l'investissement soit mis au meilleur endroit possible où il y a le plus de potentiel. La mise en garde est faite. Là, prenez pas des photos de ça puis partez pas sur la place publique avec ça. Mais je préférais, puis elle est sur la carte aussi. Mais vous allez voir, là, il y a des axes avec lesquels ceux notamment qui s'impliquent un peu plus dans la question du vélo sont familiers. Là, on n'a pas de marqueur, là, mais vous voyez sur la carte, les axes en vert sont ceux qui existent actuellement. Les axes en orange, c'est ceux qui sont prévus, donc l'axe tramway et le petit bout en face de l'hôpital Enfant-Jésus. Et ceux en bleu, c'est ceux notamment qui nous ont été demandés par les citoyens et ceux que je parlais dans notre diapo précédente. On voit là, la Vélorue plus à l'ouest, la Vélorue de la Ronde qui s'en irait peut-être jusqu'à la 41e, la Évangéline 26e rue. On a aussi tout d'Estimauville, qui est un axe qui est très intéressant aussi à développer, et tout le secteur Vieux-Moulin vers le nord. Notamment, on a eu des demandes pour essayer de diminuer l'impact de la côte sur Robert-Gifford, là, qui est un petit peu trop importante sur le réseau cyclable, pour voir si on ne pouvait pas faire quelque chose de parallèle pour mieux desservir le quartier avec un relief moins important. Comme je vous dis, ces axes-là sont actuellement en analyse. On a 2 analyses. On fait premièrement une analyse d'opportunité, donc en fonction de différents critères, que ce soit l'activité humaine, le potentiel d'intermodalité. On rentre tout ça dans une machine et là, les 200 axes qu'on étudie actuellement à Québec, on est en train de les traiter, dont ceux que vous voyez là en bleu. Et ensuite de ça, on fait une analyse de faisabilité pour voir lesquels sont qui ont la plus grande facilité, même si ceux qui sont faciles sont déjà complétés pour voir. Puis après ça, ceux qui scorent le plus dans les 2 analyses, c'est eux autres qu'on privilégie habituellement. Des fois, il y a d'autres opportunités qui peuvent apparaître aussi, puis on en profite, là, différents, par exemple, des projets d'ingénierie. Mais dites-vous que dans ces axes-là, ceux qui vont mieux scorer dans nos différentes analyses sont ceux qu'on va pousser pour la réalisation. Mais je dirais avec le type de rue, puis l'utilisation, puis la connexion avec le réseau, il y a des bonnes chances que dans les prochaines années, on puisse en réaliser un bon nombre. Donc, voilà. Merci. Alors, merci beaucoup aux intervenants là, pour leur présentation. Je tiens à souligner la présence, l'arrivée de Mme Isabelle Roy qui s'est jointe à nous en ligne.
Et également, je tiens à m'excuser encore pour les personnes qui viennent de s'ajouter à la salle. On a un souci au niveau du chauffage, je pense que vous l'avez remarqué. Alors, pour votre information, vous serez peut-être intéressé de savoir que la présentation de ce soir est enregistrée. Les présentations aussi, on vient de voir que c'est un peu petit à l'écran, là. On les retrouve déjà sur le site Web. Alors, elles sont disponibles. Alors, merci beaucoup. Alors, nous serions rendus à la période de questions. On est en séance d'information. Vous avez eu 3 sujets fort intéressants. Alors, au niveau des consignes, je vais commencer par les consignes en salle. Alors, je proposerais que les personnes venez vous exprimer au micro. Pourquoi au micro? Mais puisqu'on est en mode hybride, c'est que les gens sur Zoom pourront aussi vous entendre. Et une intervention d'environ 2-3 minutes par personne. Vous vous nommez. C'est sûr, si vous êtes sur quelle rue ou dans quel secteur vous habitez, ça permet aux intervenants d'être plus précis là, pour leur réponse. Et est-ce que ça vous convient pour la salle, ce déroulement-là? Avec une priorité assurément pour vos questions. Alors, si vous voulez quitter ensuite, je pourrais comprendre. D'ailleurs, soyez bien à l'aise de le faire. Je sais que la porte est un petit peu mal placée, mais si vous voulez vous exclipser, pas de souci, là, on ne vous en tiendra pas rigueur. Et pour les personnes qui sont au Zoom, en ligne, bien au chaud chez vous, en tout cas, je vous le souhaite. Les questions peuvent être posées par l'outil Q&R, alors que c'est une petite icône qui se retrouve dans le bas de votre écran, soit de votre application mobile, de votre iPad ou bon, je dirais la télévision, mais ce serait peut-être un peu trop, là. Et vous pouvez poser vos questions par écrit. Sinon, si vous êtes plus à l'aise de lever la main, on vous accordera le droit de parole avec le micro. On verra pas, il n'y aura pas de caméra. Par contre, le micro sera possible de nous parler en direct et on pourra aussi répondre à vos questions. On va alterner entre les questions dans la salle et également au micro. Marie, est-ce que nous avons des personnes qui sont au téléphone? Alors, non, on n'a personne par téléphone. Donc, tous les gens se sont connectés avec un ordinateur, une tablette, là. Donc, non, a priori, on n'a personne par téléphone. Excellent. Alors, si vous voulez bien, on va commencer par les questions. Peut-être les gens dans la salle. Alors, peut-être si des personnes vous pouvez vous présenter au micro, on vous attend. Pour le moment, j'ai une personne là, qui va venir poser une question. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci de cette présentation. Votre nom pour Florence Côté. Madame Côté, parfait, oui. Merci. Merci de la présentation, c'est assez clair et étoffé. Je suis résidente de l'avenue Villebon, puis vous allez voir où c'est que je m'en vais avec ça. En fait, je me questionne principalement sur l'orientation qu'on attribue au secteur de Mézeray. Parce que dans les missions, dans les objectifs, en fait, on le caractérise comme un quartier dense, assez contraint, comme le Vieux-Limoilou. Par contre, après, on met vraiment de l'avant la mobilité durable, ce qui est tout à fait légitime pour le secteur. Par contre, c'est un peu au détriment de la qualité de vie et de la tranquillité résidentielle qu'on souhaite avoir dans le quartier. Puis c'est ça, en fait, c'est que je vois une certaine dichotomie entre l'objectif voulu au départ et l'orientation qu'on attribue ensuite. En ce sens-là, j'ai des craintes et des questionnements quant au statut qu'on attribue à l'avenue de Villebon, qui est à l'entrée du quartier, puis qui devient la desserte principale pour tout le secteur sud de Mézeray. Donc, tous les gens qui vont arriver de Henri Bourassa, puis des Capucins, de la Canardière, Capucin-Canardière, en fait, vont être déviés sur Villebon, puis ensuite sur de la Trinité pour rentrer dans les rues résidentielles. De la Trinité est une artère piétonne et cyclable très importante parce que ça relie le parc Mézeray, les pistes cyclables Henri Bourassa, puis l'école Dominique, je crois. Dominique Savoie, c'est ça. De Villebon aussi, il n'y a pas nécessairement le caractère qu'on recherche de desserte. Sa chaussée est très réduite. C'est une unité morphologique et une typologie d'habitation unifamiliale isolée. Donc, un caractère résidentiel très fort, un esprit de voisinage vraiment important, puis un sentiment d'appartenance justement au quartier qui est assez visible. Puis là, en fait, c'est qu'on a 22 habitations, dont 20 propriétés ont adresse sur rue. Puis les 2 autres, dans le fond, font les coins avec de la Trinité.
Puis là, je questionne pourquoi on considère l'avenue Villebon comme la desserte et non la rue Bruneau, qui est, je vais dire, parallèle à la Canardière, là, mais on sait que la Canardière est en angle. Puis en fait, la rue Bruneau est à l'entrée de quartier du sud de Mézeray, puis elle dessert toutes les autres rues, puis on ne rentre pas dans le quartier de manière automobile. Fait que ma question, au final, c'est pourquoi on considère l'avenue Villebon comme la desserte pour ensuite tout dévier le trafic sur de la Trinité qu'on est venu fermer à Henri Bourassa dans les dernières années, plutôt que de bonifier la rue Bruneau qui n'a pas d'adresse sur rue, puis que c'est toutes les maisons, dans le fond, ils font des coins à rue, puis la chaussée est beaucoup plus large. Je ne sais pas Oui, si la question allez-y. s'adresse à moi, mais c'est sûr que ça serait plus facile d'aller peut-être là, sur la présentation pour qu'on reparte à partir de la carte. C'est sûr que votre question est très large là, sur... en fait, c'est une question de mobilité complète du quartier. C'est pour ça que moi, je vais être capable peut-être de juste vous adresser un peu comment l'insertion va se faire, puis quels seront les sens de circulation. C'est la diapositive 17, je crois, qui serait peut-être la plus pertinente, là. Vous me direz si je me trompe. Là, en fait, Villebon est caché par la légende. Par la légende. Mais tu sais, comme vous voyez ici, de la façon que la circulation va se faire, donc la circulation automobile, comme on peut voir, effectivement, on va pouvoir prendre Henri Bourassa, tourner à droite sur Canardière et revenir sur de Villebon. Par contre, de Villebon devient quand même, cet axe-là va vraiment être utilisé uniquement par les gens qui souhaitent avoir une accessibilité au quartier parce qu'il n'y a pas d'autre utilité que d'aller vraiment rejoindre le quartier. Donc, c'est ce qui est montré là, sur la carte. Il n'y a pas de destination plus loin sur de Villebon que je connais qui pourrait décider des gens de transit. Par contre, puis comme je vous dis, là, moi, je me consacre juste à cette partie-là là, qui est vraiment sur l'insertion du tramway. Peut-être qu'on pourrait avoir des meilleurs éléments de réponse là, si on avait des gens là, qui s'occupent vraiment de tout ce qui peut se passer là, sur le quartier encore plus au sud. En fait, ma question, plus précisément en voyant cette carte-là, c'est pourquoi on ne fait pas continuer le trafic de la chaussée qui se fait dévier sur de Villebon pour remonter jusqu'à la rue Bruneau, qui est juste à la même intersection au final, que sa chaussée est le double de celle de l'avenue Villebon, qu'elle n'a pas le même caractère résidentiel du tout que l'avenue de Villebon. Ce n'est pas une rue où il y a un transit piéton important, puis qu'il n'y a pas de sentiment d'appartenance propre à cette rue-là parce qu'il n'y a aucune adresse sur rue. Donc, il n'y a pas un sentiment de voisinage sur tous ces coins de rue-là. OK. Je peux, comme on le voit, c'est sûr que nous, on doit assurer une accessibilité au quartier, à la rue de Villebon, à l'ensemble des rues. Par contre, c'est sûr que moi, je peux prendre quand même votre question là, plus précise pour vous expliquer, là, puis peut-être pas être en mesure ce soir de vous expliquer tous les choix qui ont été faits pour desservir. Tu sais, souvent, il y a des choix très particuliers qui sont faits parce qu'il y a certaines résidences qui doivent vraiment avoir un lien de cette façon-là. Mais moi, je pense qu'on peut prendre la question, puis au pire, vous revenir là, sur vraiment comment on a imaginé la desserte plus globale là, avec des gens plus du service des transports et de la mobilité de la Ville de Québec là, qui pourraient répondre là, à la question plus précise. Ça serait apprécié parce qu'en fait, même si on dit que non, il n'y aura plus de destination, quand même, tous les résidents du sud de Mézeray vont quand même passer par cette rue pour ensuite aller à leur propriété, alors que la rue Bruneau vient desservir tout le quartier avec une seule axe plutôt que de passer dans une première rue résidentielle très importante. J'aimerais avoir des précisions par rapport à ça. Oui, sans problème. Merci. Mais merci, Mme Côté. C'est intéressant parce qu'on est en sciences d'information. Questions, commentaires, questions intéressantes. On n'a pas tous les spécialistes, mais je trouve ça intéressant qu'on puisse y répondre éventuellement. Puis vos idées aussi qui s'en viennent, tu sais, que là, vous allez réfléchir, vous allez avoir votre réponse. N'oubliez pas que le mardi 28 février, on a un atelier sur la mobilité. Alors, c'est intéressant là, de venir participer, soit sur Zoom ou soit en présence pour dire, ben là, je nourris ma réflexion. Voici ce qui serait intéressant parce que vous êtes sur le terrain. Alors, c'est vraiment très intéressant. Alors, on va aller une question tout de suite en ligne avec M. Guylain Roussel. La Ville possède plusieurs terrains qui pourront servir à développer le secteur.
J'aimerais savoir si la Ville a des vues sur le terrain de l'ancienne usine SICO dont on vient de démolir tous les bâtiments. C'est un grand terrain et je pense qu'il y aurait de belles idées pour ce terrain. Alors ici, c'est plus un commentaire, là, parce qu'on ou peut-être qu'Annie, tu as déjà une idée de… Oui, bien, je n'ai pas nécessairement une réponse, mais effectivement, la Ville est toujours à l'affût des opportunités d'acquisition, particulièrement dans un secteur où on élabore une vision d'aménagement. Donc, c'est certain qu'on va être à l'affût non seulement pour le développement d'espaces communautaires, d'espaces publics, mais aussi d'éventuelles entreprises. Donc, oui, c'est sûr qu'on reste à l'affût de ces opportunités. Effectivement, le terrain de SICO est maintenant vacant. C'est sûr que, bon, il demeure une propriété privée pour le moment, mais on a notre service du développement économique là, qui est bien à l'affût des opportunités. Merci beaucoup, Annie. Alors, s'il n'y a pas d'autres personnes au micro, on va poursuivre encore avec une autre question de Mme Leduc. Alors, Mme Leduc, Lorraine Leduc, le pôle central du quartier Mézeray projeté est autour du carrefour Saint-Pascal, où on est en ce moment. Mais qu'en est-il de l'édifice abritant les galeries de la Canardière? Oui. De Courtemanche. Oui. Si je me souviens bien. Je ne sais pas si on peut le… Au niveau du pôle central, l'édifice abritant les galeries de la Canardière. Je ne sais pas si on… À la 23. Merci pour le visuel à l'appui. Oui. Donc, effectivement, c'est sûr que le secteur de l'église Saint-Pascal est un noyau qui est très rassembleur. Déjà, les gens se le sont appropriés avec la place éphémère qui est aménagée là l'été. Donc, c'est sûr que ce noyau-là semble s'imposer comme cœur de quartier. Mais il reste que l'axe de l'avenue d'Estimauville, de manière générale, là, est un axe important qui a fait l'objet de réaménagement, qui continue d'évoluer. Donc, c'est sûr qu'il sera intéressant de s'y pencher pour voir l'opportunité de créer d'autres espaces publics aussi et d'en faire un axe, comme Pascal le mentionnait plus tôt, d'en faire un véritable axe de mobilité active aussi avec les aménagements qui sont déjà entamés. Donc, ça fait partie des réflexions sur lesquelles on pourra se pencher dans le cadre des activités justement de consultation sur la vision d'aménagement. Puis certaines stratégies pourraient être retenues pour ce secteur. Merci beaucoup, Annie. Alors, toujours pas de questions en salle. J'oserais vous dire, êtes-vous gelés? Ça me semble qu'il y a quelque chose de… On bouge même pas. Alain, rien à dire sur les liens slaves? Ça va. Alors, ça va pour l'instant. Alors, on va poursuivre avec Guillaume Bergeron. Monsieur Bergeron de poser la question, quelles seront les modalités d'intégration entre le pôle d'échange d'Estimauville et l'écoquartier d'Estimauville situé tout près? Et je crois que M. Calderon, on a un petit délai entre la TV Zoom puis notre écran ici en salle, mais moi, je vois que M. Calderon a ouvert sa caméra alors qu'il vient soutenir M. Mimo. On a comme ça plusieurs spécialistes qui sont en ligne là, pour les sujets qu'on voit ce soir pour aider nos collègues. Alors, ça ne devrait pas être long. On va vous voir apparaître, M. Calderon. Ça s'en vient. On a perdu, on dirait. Voilà, vous êtes en grand écran dans la salle. Parfait, je me vois. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, Oui. merci. Parfait, merci. La question est intéressante, mais elle est vaste. Là. Je vais préparer une amorce de réponse, puis Benoît verra s'il veut bonifier. Mais il y a plusieurs éléments. Hein. En premier, c'est de voir, je ne sais pas si ça serait possible aussi en parallèle de projeter la diapositive 27, Anne. On va demander au défi technique. Alors, on a deux techniciens avec nous, Marc-Antoine et Michael, là, qui nous soutiennent. Je pense que c'est plus simple et plus intéressant de voir ça que moi. Là. J'essaie de la vedette au PowerPoint. Mais et sinon, ça s'en vient. Parfait, mais je peux continuer. Là, voilà, c'est fait. Magie, bravo. Ouais. Bon, fait qu'on voit ici le site du pôle. Si on passe à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Je vous disais qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Hein. Il faut voir qu'on place la station de tramway immédiatement au nord de l'emprise du boulevard Sainte-Anne. On le sait, c'est le principal point d'accès au réseau de transport en commun. Hein. Et ce qu'on voit dans les bas de l'écran, ça serait l'écoquartier. On a, oui, les bâtiments, la CNESST, les bâtiments fédéraux comme immeubles à bureaux, mais on a aussi tout le développement immobilier également.
Il y a bien sûr une traversée sécurisée à l'intersection du boulevard Sainte-Anne et d'Estimoville qui se retrouverait derrière le carré bleu. Là. Mais vous voyez comment on a une autre traversée qui est identifiée ici, hein, dans l'axe de la rue de Mocqueur. Alors, en termes d'accessibilité, de sécuriser le cheminement au profit des personnes qui travaillent et résident dans l'écoquartier, c'est un autre point qu'on a voulu garder. Et le même geste se poursuit jusqu'aux arrêts d'autobus hein, qui se trouvent juste derrière la station des tramways. Finalement aussi, ce qu'il ne faut pas négliger, puis mon collègue Benoît l'a mentionné, là, mais il convient de le faire aussi, c'est la création d'espaces publics à l'intérieur du pôle. Hein. Puis ça, on le fait un peu partout, là, dans les 5 pôles d'échange, mais ce n'est pas juste une question de transport ou de correspondance de transport en commun. On crée de nouveaux espaces publics à l'intérieur de ces plaques tournantes de transport. Alors, c'est un élément aussi qui vient en synergie avec les efforts que la Ville a fait pour atteindre un bon niveau de qualité de vie à l'intérieur de l'écoquartier. On se trouve juste en face. C'est tout à fait naturel qu'on le fasse. Et on voit ici aussi le potentiel de développement qui est identifié numéro 5. Ça s'insère aussi comme un bâtiment à l'intérieur d'un jardin ou d'un espace public, là, comme j'ai déjà mentionné. Voilà. Merci beaucoup, M. Calderon. Puis je rappelle votre titre, vous travaillez au bureau de projet là, comme chef d'équipe. Alors, je vais aller maintenant aux questions dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Éric Cloître. Monsieur Cloître, merci. Oui, j'arrive justement, là, on vient juste d'aménager sur la Capricieuse, puis on est en train de découvrir ce quartier-là, puis le quartier Mézeray aussi. Moi, j'étais au début, hein, fin. Des fois, on se demande dans quel quartier on est. On est comme entre Limoilou puis Mézeray. Hein? C'est comme... En fait, ce que j'entends beaucoup, puis ce que j'ai entendu 2 ou 3 fois, c'est que des terrains vacants, les terrains qui possèdent un potentiel pour plein de types de besoins. Souvent, j'entends, on va regarder le côté économique de ça. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ce terrain-là? Moi, ce qui m'a marqué le plus là, dans les super documents où on a toutes les statistiques possibles du quartier, en tout cas du quadrilatère qui est étudié ici, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de parc, il n'y a pas de terrain de soccer, il n'y a pratiquement pas de patinoire, il n'y a pas grand-chose là. Hein? C'est tout bâti du résidentiel, mais pour les loisirs, il n'y a pas... c'est quoi qui manque? Fait que moi, je me demandais si au lieu de souvent essayer de privilégier des grandes entreprises qui viendraient, comme on dit, revitaliser économiquement le quartier, si on ne pouvait pas peut-être commencer par considérer de rendre la vie plus agréable aux gens qui habitent là. Non, parce que ça n'amène pas grand-chose, une grande entreprise qui se bâtit... moi, je pense au garage municipal ou bien à des emplacements comme ça. Aux gens qui habitent là, ça n'amène pas énormément, je dirais. Ça, je voulais savoir. Puis là, je me suis rendu compte qu'on parlait plus de mobilité ici aujourd'hui, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant de mentionner ça, puis que ce soit considéré. On parlait de TICO, on parlait des terrains du garage municipal, puis il y en a très peu des terrains de ce type-là. Fait que s'ils peuvent être considérés pour les résidents, là, puis la vie de quartier. C'est un commentaire plus qu'une question, en tout cas. Il n'y a pas de souci, M. Cloître. Merci. Puis, je permets de le rappeler, c'est que dans le site Web, là où on a plein d'activités, on a aussi un onglet qui s'appelle, là, je vais bien prendre le titre, « Formulation de commentaires et dépôt de documents ». Si vous avez comme là votre commentaire, vous pourriez déjà, si vous dites, là, je ne veux pas le perdre, je ne serai peut-être pas là pour la soirée d'information, vous pourriez le mettre déjà sur le site Web dans commentaires. Puis là, c'est sûr que votre sujet touche un petit peu plus le volet économique. Le 7 décembre prochain, ici encore, avec des chaufferettes, là, j'apporterai la mienne chez nous, je vous le jure. Puis il y a d'autres personnes ici qui vont le faire. On va chauffer ça va être très agréable. Alors, on va aborder, puis les experts seront là pour, si vous avez des questions, si dans votre réflexion, vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez des questions, on pourra avoir des experts pour y répondre. Mais c'est vrai, vous avez remarqué, ce soir, on est dans le niveau de la mobilité. Alors, comme Annie, on avait vu, les sujets étaient tellement complexes, on est obligé de diviser ça en 3 imaginés. Alors, ce soir, effectivement, vous avez raison, mobilité. Mais s'il y a d'autres questions qui s'en viennent, n'hésitez pas à utiliser le formulaire ou à revenir nous voir, ça va nous faire plaisir, avec une petite laine supplémentaire. Merci beaucoup.
permettre de compléter, Allez-y, Anne, Annie. merci beaucoup pour votre commentaire, monsieur. Là, vraiment, c'est tout à fait pertinent. Puis juste pour compléter ce que Anne disait, effectivement, oui, il y a le volet économique qui sera traité le 7 décembre, mais il y a tout le volet social aussi. Puis dans ce volet social, on veut parler d'expérience loisirs aussi avec vous dans le cadre de la vision. C'est sûr que ça va être un thème qui va être évoqué où justement, on va parler des différents équipements, mais plus que ça, des espaces verts aussi, des espaces qui contribuent de manière générale au bien-être, à la santé finalement de la population. Merci. Alors, le temps que vous venez, Mme Deshaies, votre collègue, M. Martial Vannès, est en attente, mais je suis sûre que s'il était là, il dirait on va y aller d'abord avec Mme Deshaies. Alors, allez-y. Merci pour la présentation, Marie-Hélène Deshaies, donc résidente du quartier. Je sais que le 7 décembre, il va être question d'habitation, mais en même temps, bon, on reconnaît les effets positifs du tramway sur l'aménagement, sur la mobilité, etc. Mais en même temps, on sait que ça a un impact au niveau de l'habitation, au niveau de la pression immobilière qui se passe dans le quartier actuellement. Alors, je me demandais qu'est-ce qui est prévu, parce que je sais que j'avais... là, je n'arrive pas à replacer où et quand et à quel moment, mais je sais qu'il y avait eu une reconnaissance un peu par différents intervenants que le tramway a un impact en termes de pression immobilière, de gentrification. Alors, je voulais savoir, dans le fond, c'est quoi le plan, c'est quoi les plans parce qu'il y avait eu l'idée autour du tramway qu'il fallait qu'il y ait de l'acquisition de terrain pour du logement social. Il me semble avoir compris ça quelque part, les lignes, quelque part. Donc, c'est quoi à ce niveau-là? Parce que je sais que ça se traite en habitation, mais en même temps, le plan tramway devrait, me semble, inclure cette préoccupation-là, cet enjeu-là. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que j'ai amené. Là. Monsieur Lachance? Je peux la prendre, effectivement, vu qu'il y a un caractère peut-être plus politique et plus planification à haut niveau versus les présentations. Tu sais, Benoît est chef de tronçon. Sa job, c'est de s'occuper du tronçon du tramway. Donc, oui, au niveau de la planification, on regarde pour effectivement assurer que dans le rayon de desserte du tramway, le 800 mètres, dont Benoît faisait référence dans la présentation, on soit capable de développer des projets de logements sociaux pour assurer justement un équilibre d'accessibilité pour garder des quartiers vivants et disponibles pour toutes les classes de revenus. Donc, ça fait partie des considérations qui sont considérées tout le long du tracé. Donc, ce ne sera pas juste spécifiquement à votre secteur, mais vraiment tout le long du tracé, on est dans cette dynamique-là. Mais au-delà de dire qu'il y a cette préoccupation-là, concrètement, est-ce qu'il y a des terrains identifiés? Parce que là, on sait que les terrains partent vite là, dans le quartier. Là, il y a énormément de pression. Donc, est-ce qu'il y a des terrains identifiés, des possibilités concrètes? Il y a des possibilités concrètes, absolument. C'est pour ça que, d'ailleurs, avec les surplus qu'on a fait l'année dernière au niveau budgétaire, on a redonné un 15 millions de dollars auprès du développement économique pour être capable de faire de l'acquisition de terrain de façon le plus proactive possible pour assurer justement que la Ville possède un bon inventaire pour pouvoir réaliser ses projets et répondre aux besoins. Comme on le disait aussi aujourd'hui, il y a plusieurs projets qui sont en élaboration au niveau pour faire atteindre notre objectif d'unité. Je suis moins le spécialiste des logements sociaux, donc je n'ai pas nécessairement les bons chiffres en tête, donc je ne m'avancerai pas à dire n'importe quoi ce soir sur les nombres, mais sachez que oui, il y a une stratégie qui est faite pour être capable de doter à partir des unités qui sont disponibles en logements sociaux tout le long du tracé. Donc, j'imagine qu'on va avoir l'information peut-être peut-être à l'habitation, puis ma collègue Marie-Pierre Boucher va être à ce moment-là ici pour, pas ici nécessairement, là, mais à la rencontre pour répondre. C'est elle qui est la porteuse du dossier des logements sociaux. OK, merci. Alors, et l'habitation au sens large. On se revoit le 7, Mme Deshaies. Excellent. Alors, M. Van Nest qui pose la question suivante. Je comprends que la vélorue de la Ronde va donc être maintenue même après la réhabilitation de la piste cyclable de la Canardière, quand les travaux de l'hôpital seront terminés. Cette axe avait été créée comme une alternative à la coupure de la piste Henri Bourassa. Je pose la question car à l'époque, ce n'était pas certain qu'elle serait maintenue. Notez que je suis content de voir qu'il est assuré qu'elle sera maintenue. Question. Elle sera maintenue durant les travaux du nouvel hôpital. Et ensuite, comme prévu, on va refaire les analyses pour voir s'il est conservé ou pas. Même chose pour le petit tronçon au nord, c'est en analyse. J'insiste là-dessus.
Donc, effectivement, selon le portrait de la mobilité dans le secteur puis l'utilisation par rapport au réseau cyclable, il y a des évaluations qui vont être faites pour voir si on continue ou pas avec cette vélorue-là, mais elle fonctionne très bien actuellement. Il y a une belle demande. Oui, Martial, tu as bien regardé, il y a une belle demande. On se connaît beaucoup, Martial et moi. Je l'appelle Martial. Alors, merci beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions pour les gens à la maison. Est-ce que les gens dans la salle voudraient poser une question? C'est pas que je veux faire durer Moi, le plaisir. je ne viens pas vous revoir avant février. Hein, donc, si vous avez des questions de mobilité, c'est le temps. On se revoit en février. J'espère qu'on va faire plus chaud, mais c'est le temps. Alors, un autre membre du conseil de quartier, justement de Mézeray, c'est bien, vous êtes 2 ce soir. Bonsoir tout le monde. Oui. Samuel Clavé-Labrec, citoyen de Mézeray. Tout d'abord, je voulais faire peut-être ma vision de l'aménagement des quartiers. Selon moi, il va falloir que ce soit important qu'il y ait une mixité des usages, c'est-à-dire du commercial, du résidentiel, de l'industriel, etc. Mais que cette mixité d'usage-là va devoir se faire avec une hétérogénéité dans l'espace, pas juste avec des pôles concentrés. Là, on va faire du commercial à cet endroit-là, puis on va faire du résidentiel à cet endroit-là, puis de l'industriel à cet endroit-là. Il va falloir vraiment qu'on crée une mixité des usages pour avoir vraiment une ville puis un quartier beaucoup plus interactif. Puis ma question, c'est par rapport, on le sait que les projets futurs sur la mobilité active, il y a plus de 50 millions qui c'est dans les poches du gouvernement provincial, mais est-ce que vous allez... OK, la demande qu'on a faite de 50 millions. Oui, oui. Mais est-ce que c'est quand que vous allez confirmer ça? Je sais qu'en ce moment, il y a eu tantôt la rencontre entre la ministre des Transports et de la Mobilité durable ainsi que le maire Bruno Marchand. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous allez avoir bientôt une confirmation puisque les premiers projets, c'est dans moins d'1 an. Donc, voilà. On a effectivement, les demandes sont très claires auprès du gouvernement provincial pour ces agents-là. On n'a pas eu de réponse à ce jour. Cependant, nous, on est très clair dans notre volonté d'amener à l'avant les projets. Donc, on va faire la présentation du budget à partir de la semaine prochaine. Les élus, vous avez bloqué vos agendas. Donc, on pourra détailler un peu le plan de match pour notre planification financière. Oui, on a de l'argent à aller chercher au gouvernement du Québec. Oui, on sent qu'il y a une écoute présentement de la part du gouvernement du Québec. Mais quoi qu'il en soit, la Ville est très déterminée à livrer ces projets de VMA et de vision de mobilité active parce que, comme l'a très bien expliqué Pascal, ce n'est pas juste une question de déplacement, c'est une question de santé et c'est pour nous extrêmement important de le mettre de l'avant. Il y a un potentiel énorme on parlait d'un objectif de se rendre jusqu'à 32 de la part modale grâce à la mobilité active. Bien, pour nous, ça a un impact énorme sur comment on voit le développement, la vision de Québec. C'est quoi? Bien, c'est une complémentarité de transport. Puis quand je vois un chiffre comme 32 bien là, je vois une tarte, un tiers, un tiers, un tiers qui commence à faire sens et d'avoir un bon équilibre pour la suite des choses. Puis développer, comme vous le soulignez, des quartiers à échelle humaine avec une diversité d'usages, pas juste sur des pôles, mais tout le long pour vraiment créer une animation. Donc, merci aussi du commentaire au niveau de l'aménagement. Merci beaucoup pour votre question. Alors, je vois pas de questions. Alors, oui, une question en salle. Là, je vous en prie. J'aurais été déçu, Madeleine. Oui, donc Madeleine Cloutier. En fait, j'avais une question par rapport à la mixité des usages
ou des types de mobilité active. Là, on en a parlé que vous intégriez justement la mobilité active assistée de façon électrique dans votre vision. Puis je me demandais, dans la portion, par exemple, des pistes cyclables qui vont suivre le tramway, quelle est la largeur, en fait, qui est projetée de ces pistes cyclables-là? Parce que c'est souvent un enjeu, justement, pour la cohabitation des différents types de mobilité active, donc vélo et vélo à assistance électrique, etc., etc. C'est très technique. Monsieur de la Liberté. Je ne sais ouais. pas si on est rendu à ce niveau de précision-là du côté de Benoît. Pensez-le dans vos considérations. On a des coupes, là, mais je ne sais pas si on a des largeurs. Mais, Si on voit les coupes, oui, on a les coupes. Là, puis si on regarde là, ici, c'est un bon exemple qu'on pouvait donner là, au niveau de l'amélioration de la sécurité des vélos et des piétons. Là. Ça, c'est une coupe type sous le viaduc. Là. On va avoir 375, mais si on va voir même plus loin, là, je pense qu'on en a là, des coupes là, avec des dimensions, mais tout dépendant de l'endroit où vont être situés sur l'axe. Il y a des endroits où on sera vraiment dans des voies partagées. Dans la voie partagée, il n'y aura pas d'identification au sol précise. Là. Ça va être une voie partagée où on aura la présence de tous les usagers. Mais on peut s'imaginer entre 315 mètres, là, c'est un chiffre qui pourrait être bon pour identifier la largeur là, des voies cyclables. Normalement, on s'assure aussi que, comme on veut en faire un réseau 4 saisons, mais que la largeur soit assez large pour qu'on puisse faire circuler la machinerie pour la déneiger adéquatement aussi. Merci. Merci beaucoup, Mme Cloutier, pour votre question. On poursuit en ligne avec M. Martial Valnest. En regard de l'enclavement, pourquoi, avec la refonte de la 18e, on n'a pas fait un lien cyclable en dessous du viaduc? C'est une bonne question, je pense. Ça serait pour nos amis du service du transport et de la mobilité intelligente. On prend ça en note. On peut vous revenir à une prochaine rencontre, M. Van Nest. Oui, alors M. Van Nest, on a vos coordonnées sans souci. Alors, c'est noté et même Pascal le prend en note. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions en ligne ni en salle. Oui, en salle. Bonsoir. Je m'appelle Elisabeth Meningen. Je ne vis pas dans ces quartiers-là, je vis dans le Vieux-Québec, mais je suis quand même légèrement impactée par les changements qui vont procéder par l'idée du tramway ou les aménagements urbains dans ce quartier, puisque je suis amenée à y aller. Puis, je ne pense pas qu'on est rendu à ce stade dans l'évolution des questions, mais néanmoins, j'aurais ces questions. Vous avez parlé de tout ce qui est sécuritaire à déplacement actif. Et vous avez notamment mentionné les éclairages. Puis j'avais des questions par rapport à qu'est-ce que vous envisagez comme type d'éclairage et aussi délimitation pour les transports actifs et urbains, parce que justement, vous avez dit que là, ça va être partagé avec les automobiles, puis aussi le tramway. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de délimiter les pistes cyclables, par exemple, ou la marche à pied? Puis quel serait-il en essayant de les allier, par exemple, avec justement tout ce qui est la foresterie urbaine ou essayer de donner des aires plus vertes au quartier? Quel s'en aurait-il? Je ne sais pas si ça a été... si je me suis un peu emportée. J'essaie de... peut-être juste répéter au niveau de l'éclairage. C'est quelle était la question plus précise? Par exemple, étant donné que je suis européenne, je ne veux pas affecter ça dans ma question, mais j'ai constamment utilisé le vélo contre mon gré pour le transport. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, l'éclairage la nuit est, par exemple, trop fort. On parle de pollution lumineuse et en tant qu'urbain, on est impacté par cet éclairage. Donc, on parle de sécurité pour les cyclistes, dans le sens où il faut qu'ils puissent voir la voie et que les automobilistes puissent voir qu'il y a une voie de cycliste. Mais, par exemple, entre minuit et 3 heures du matin, l'impact n'est pas tant nécessaire, mais ça impacte les citoyens. Et je voulais savoir si vous avez pensé à ça pour les citoyens de ces quartiers-là. Parce que je vois qu'il y a des complexes d'entreprises énormes qui sont en train de pousser en ce moment, qui ont énormément de lumière. Je vois que vous avez des plans où c'est allié avec justement ces grands bâtiments et ces voies de transport. Mais qu'en est-il d'allier la sécurité tout en s'intégrant aussi dans le mode de vie du quartier par rapport justement à cet éclairage et tout l'aménagement forestier qui va être implanté et préservé?
OK. Ben, moi, je n'ai pas la réponse là, à ce sujet-là. Je pense que c'est super global à l'échelle de la ville, là. Donc, dans l'insertion du tramway, on a un éclairage, mais tu sais, globalement, sur l'aspect lumineux, là, peut-être que L'aspect d'éclairage, l'idée, par exemple, c'est on prend des liens comme la rivière Saint-Charles qui présentement, aller courir là le soir, pour personne, c'est évident parce que l'éclairage est un peu sporadique. Le type de couleur aussi très difficile au niveau des contrastes. Donc, c'est dans ces éléments-là qu'on veut travailler, d'avoir des éclairages qui sont ciblés, hein, qui ne créent pas une pollution visuelle large, mais qui permettent aux gens d'avoir un sentiment de sécurité lorsqu'ils se déplacent. À cet effet-là, on a, par exemple, fait un projet qui est en marche présentement de l'escalier entre le quartier Saint-Sauveur et la côte Salaberry dans le secteur du centre Lucien-Borne. Donc, il y a un escalier là qu'on a refait complètement l'éclairage qui était très sombre et qui maintenant, on a eu des messages justement de citoyens et citoyennes qui étaient comme « Wow, merci, maintenant je me sens en sécurité depuis qu'on a tout refait. » Puis là, c'est quand même un éclairage qui est plus blanc. Donc, les gens se sentent plus en sécurité. C'est ce genre de démarche-là qu'on veut faire pour s'assurer que lorsqu'on crée des axes, on pense à la dimension éclairage, comme le soulignait Pascal, pour qu'il soit utilisable 24 heures sur 24, 365 jours par année, parce que le soir tombe tôt en période hivernale. D'accord. Puis en rebondissant là-dessus, pour tout ce qui est luminaire de circulation, est-ce que vous envisagez de les mettre en alternance ou en simultané avec la circulation routière pour les cyclistes? Est-ce que vous pensez à un chemin alterné où on va vraiment suivre une voie cycliste en parallèle avec le tramway puis la voie partagée? En fait, ça dépend des secteurs le long de la ligne. Comme par exemple, ce qu'on voit à l'écran là, c'est une voie partagée. Donc ça va être le cycliste va rouler dans la voie partagée en avant de l'automobiliste selon la largeur de la rue qui sera là. Donc, ça dit que c'est une rue partagée. C'est une rue où les vitesses sont réduites à normalement 20 km/h. Donc, c'est plus intéressant pour le cycliste de se déplacer. C'est des rues aussi qui ne sont pas trop larges. Donc, l'impression de vitesse de l'automobile est réduite aussi. Par exemple, si on va un petit peu plus... oups, je suis allé trop vite. C'est l'autre avant, celle... Ouais, il y a une coupe pour... ici, là. Canardière, peut-être que je peux en prendre une partie. Là, dans l'axe de Canardière, c'est vraiment, on va vraiment se transférer. Là, le cycliste va passer souvent en voie cyclable unidirectionnelle de chaque côté. Donc, une voie cyclable qui s'en va vers la direction, je vais vous dire S, et une voie cyclable qui va aller en direction ouest. Par contre, des fois, cette voie cyclable-là va vraiment être marquée sur rue et des fois, elle va être vraiment à l'intérieur d'une voie partagée. Donc, l'identification va être différente, mais c'est le même qu'on va le retrouver. Ça ne sera pas dans l'axe de Canardière, par exemple, un corridor unique dédié, sécurisé là, pour le vélo, mais ça va vraiment être partagé dans les sections de voies partagées et en bordure de rue, lorsque ça sera sur une rue standard là, qu'on va retrouver, par exemple, sur les lignes noires qu'on voit à proximité de Canardière, à l'intersection de Capricieuse, par exemple. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour votre question, Mme M. Neguen. Merci. Alors, on n'a pas d'autres questions en ligne Oui, Mme Côté, en deuxième droit de réponse, bien sûr. Je vous en prie. Quand on parle de voies partagées, justement, je me demandais, pour être une grande cycliste moi-même, l'affaire qui est la plus dérangeante, c'est les bouches d'égout et d'aqueduc qui sont en bordure de trottoir, qui sont super dangereuses avec un vélo de route. Puis dans une voie partagée, je me demandais, est-ce que vous considérez faire un changement de chaussée et de bordure de trottoir, un peu comme vous avez fait dans certaines rues du Vieux-Québec et de Saint-Sauveur, si je ne me trompe? J'essaie de trouver peut-être la meilleure coupe qui pourrait nous l'identifier. On ne le voit peut-être pas bien ici. On va aller en chercher un autre. Mais les voies partagées, bon, on le voit ici. C'est le même c'est le plus parlant là, dans la voie partagée qu'on voit à gauche. La voie partagée va être le revêtement surface va être en pavé de béton. Et on aura, au lieu d'avoir les caniveaux de part et d'autre de la rue, on va parler d'un caniveau linéaire au centre de la voie.
donc avec un écoulement de l'eau qui va se faire au centre de la voie versus un caniveau qui sera au milieu. Donc, il n'y aura pas de bouche d'égout qu'on pourrait traditionnellement appeler de part et d'autre. Donc, ce sera un caniveau linéaire central. J'ai une deuxième question, après je m'arrête. Ça nous réchauffe, là, continue. On J'en ai. peut brainstormer toute la soirée, il n'y en a pas de problème. Le Mézeray, on en a parlé tantôt, c'est plus au niveau des arbres. On en a parlé tantôt au niveau de la foresterie urbaine et des freins. Mézeray a des freins sur toutes les rues. On en a discuté cet automne. Il y a une coupe abondante dans Mézeray de freins sur les rues à cause qu'on refait des entrées d'eau parce que nos propriétés ont des entrées d'eau de plomb. C'est sûr qu'il n'y a pas le choix. Je me demandais justement sur des propriétés privées, en fait, sur la bordure qui appartient à la ville, là, en marge avant de chaque propriété. Si vous comptez faire un peu de sollicitation pour que les gens demandent leurs arbres qui ont le droit à la ville, parce que moi, j'ai demandé mes 2 arbres parce qu'on a coupé mon frein, fait que j'ai mes 2 arbres en avant de ma propriété. Par contre, il y en a eu 7 sur ma rue qui ont été coupés dans la même année, là, cette année. Fait que ça a un gros impact sur la canopée. Et puis on sait que c'est important. Mais mes voisins ne savent pas que c'est à eux de demander à la ville pour avoir un arbre quand ils viennent de se faire couper un arbre qui était mature. Puis ils ne se sont pas fait proposer de se faire planter un nouvel arbre. C'est là que je me demande cette sollicitation-là, puis cette éducation aux citoyens, est-ce qu'elle va être faite prochainement? Oui, je peux peut-être l'apprendre. Oui, effectivement, ça va être fait là, dans l'objectif de reboisement de chaque arbre coupé pour en replanter. Chaque arbre coupé, on en replante 20. On sait que ça va peut-être être difficile d'atteindre ce niveau-là sur uniquement des terrains municipaux. Donc, il va y avoir une approche avec les propriétaires dans les quartiers traversés, justement pour pouvoir avoir la possibilité que le propriétaire accepte qu'un arbre qui soit planté sur une propriété qui pourrait même aller jusqu'à une prise en charge là, par la ville pour s'assurer de sa croissance et de sa plantation. Oui, ça va être fait. Ça fait partie de la démarche. Là. Il y avait un petit, la prochaine diapo, quand on dit analyse en cours pour déterminer les meilleurs sites de plantation disponibles, ça fait partie de cette démarche-là pour pouvoir être en mesure de compenser le nombre d'arbres qu'on a besoin. Parfait. Claude avait un complément. Mais en lien avec ça, là, pour ce qui est vraiment des rues transversales, on a eu une présentation au conseil de quartier, puis c'est la réunion suivante de celle où vous étiez venu parler de la problématique chez vous. C'est que la ville s'en vient à mettre des accroches-portes sur les terrains des gens où il y a un potentiel, en tout cas en marge avant sur le terrain de la ville, où il y a un potentiel pour mettre un arbre. Puis c'est un opt-in-out, c'est pas un opt-in-in. C'est-à-dire, pour préciser, c'est que la ville avise avec son accroche-porte, on s'en vient planter un arbre chez vous. Si vous ne le voulez pas, dites-nous-le, mais nous autres, on s'en vient. C'est une approche qui a déjà été essayée dans la cité universitaire, puis il y a eu un taux de refus surprenamment élevé. Fait que si vous avez des voisins, si vous avez de la signalisation à faire, dites-leur de ne surtout pas réagir quand ils se font poser leur accroche-porte. Mettez-le au recelage. Mais c'est ça, c'est que le service de la foresterie urbaine va être. Puis notre quartier a été identifié, je pense qu'on va être le deuxième là, à le recevoir. C'est une belle initiative, puis faites-en la promotion auprès de vos voisins, si possible. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Mme Côté et aussi M. Villeneuve. Alors, une autre question de M. Guillaume Bergeron. Alors, y a-t-il de nouvelles informations sur la section du terrain du parc Cobus d'Estimauville que le RTC envisage de se départir à des fins potentielles de développement immobilier? Peut-être juste me répéter la fin de la question. Oui, y a-t-il une nouvelle information sur la section du terrain du parc Cobus d'Estimauville que le RTC envisage de se départir à des fins potentielles de développement immobilier? Bien, je pense qu'on parle sur le terrain du pôle. Probablement, je ne pense pas qu'il y a de nécessité, là, il n'y a pas d'orientation, je pense encore, qui a été prise que le RTC désirait, par exemple, se départir du terrain. Par contre, on sait qu'il y a un potentiel. Je pense que ça fait partie de toute la stratégie, de la vision aussi, de définir les usages de ce terrain-là et tout. Donc, je pense que ça va suivre son cours, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est visé là, sur ce terrain-là précisément. Excellent. Alors, merci beaucoup. Alors, on serait rendu à la fin de la séance d'information. Pour ceux et celles qui ont beaucoup aimé leur expérience, vendredi le 25 novembre, en ligne seulement, vous aurez une séance d'information qui traitera davantage des sujets de stratégie de développement durable, le plan d'action et de transition climatique, la vision de l'arbre.
Et si vous avez mis votre expérience ici, on vous invite à la maison à venir nous rejoindre le 7 décembre. Alors, ce sera le thème de l'habitation et sur le thème économique, dont les questions qu'on nous a posées sur Innovitam. Alors, je laisserai le mot de la fin à M. Pierre-Luc Lachance. Bien, merci beaucoup, Anne. Merci, Annie, Pascal, Benoît, pour vos présentations une fois de plus de qualité. Merci, Claude, Jackie. Ça fait plaisir de venir vous voir. Merci à mon collègue Claude, responsable de l'interaction citoyenne. Écoutez, des commentaires, des questions extrêmement pertinentes ce soir qui vont nous aider à continuer de travailler très fort ce grand projet de vision pour le secteur qu'on veut à échelle humaine et qu'on veut rendre, on veut que le quartier se développe de la façon la plus saine possible et soyez assurés de notre engagement très solide à cet effet. Merci de votre participation. On a besoin de vous pour le développer. On se dit à la prochaine.